Bonsoir à tous et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 11 mars déjà, le temps passe vite. Et je suis vraiment heureuse ce soir parce que nous allons nous faire une émission 100%. 100%. Mon micro était coupé? Ah, ça y est. Rétablis le son. Bonsoir PowerS, bonsoir SSSQ. Phil Brock, bonsoir mon ami. Caroline, Ruby, bonsoir Marie, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Comme je le disais, je sais pas, mon micro a été coupé un petit moment. Ce soir, on va se faire une émission à 100% féminine, 100% femmes. Et je remercie vraiment toutes ces personnes qui ont bien voulu accepter mon invitation, des amis. Nous avons Cécile Maïchak, Elsa Ruiler, Isa Sator, Sarah Jenifra, Stéphanie Reynaud, donc des pointures, des personnes qui osent prendre la parole depuis le début de toute cette folie, cette mascarade, et qui osent aussi prendre la parole non seulement, mais en plus se montrer, oser se montrer face caméra. Donc, bonsoir Cécile, bonsoir Sarah. Mais bonsoir. Elsa, merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation. Nous aurons un peu plus tard Elsa et aussi Stéphanie. Comment allez-vous toutes les trois Super bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Super bien, vraiment bien. Alors, Isa, tu me disais en off que tu étais en train de peindre juste avant. Sarah, un petit peu débordée par beaucoup de choses parce que tu fais beaucoup de choses. Cécile, un peu plus tranquille, mais débordée toujours. Mais Cécile, c'est la force tranquille, je dirais aussi. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, s'il fallait peut-être vous représenter, même si j'en doute, qui voudrait prendre la parole en premier, peut-être une de vous trois, déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte et pourquoi vous vous êtes levés depuis au moins 2020, voire plus pour certaines. Je distribue la parole, moi? Ouais, parce qu'on est trois timides. On est trois timides et... Allez, Isa. Alors moi, bon, ça tombe sur moi. Je remarque que les artistes sont des anges, hein, ils sont en blanc, et les petits démons, ils sont en noir, là. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Oui. Je suis peintre, alors je fais attention aux couleurs. Alors, en écoutant aujourd'hui Madame Saint-Michel, qui aurait pu être avec nous aussi ce soir, elle a dit quelque chose qui m'a percutée, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas attendu 2020 pour me réveiller, pour tout ça. Je me suis battue, moi, dans ma vie, contre l'injustice bien plus tôt, et peut-être même 30 ou 35 ans avant la Lali, on va dire, avant le départ. Et c'est pour ça que ce sens de l'injustice, de ce qui va pas, ne tourne pas rond. Je l'avais déjà pris en pleine poire, donc ce qui fait que quand on a déjà une expérience, parce que c'est vrai que les gens là ont été pris d'assaut en majorité parce que peut-être que leur vie c'était un petit train-train, qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de se heurter à ce qui peut être absolument injuste. Et moi, dans l'exercice de ma profession, parce qu'à ce moment-là, j'étais installée comme avocat, je suis tombée de l'armoire parce qu'il y a eu une procédure qui a fait que j'ai vu que rien n'allait. Mais déjà, depuis l'enfance, j'étais alertée. Moi-même, bébé, quand j'allais au dispensaire avec ma mère, je hurlais. Donc déjà, peut-être que l'âme que je suis qui vient visiter ce monde savait déjà qu'il y avait une inquiétude ici-bas. Et que donc ce dispensaire ne me donnait absolument pas confiance parce qu'évidemment quand on me faisait des piqûres, je hurlais. Et d'ailleurs quand je vois des bébés quelquefois dans des reportages qui hurlent, ça me fait très mal. Et je pense à ça parce que son bébé, et comme s'ils étaient conscients déjà que on allait les faire mourir, qu'on allait, je sais pas si ces photos vous font du mal aussi, mais c'est exactement le sentiment que j'avais moi bébé dans ma couche. Et ensuite, à l'école, j'ai une image très précise
j'avais farfouiné dans la bibliothèque de mon père. Il y avait des livres sur la guerre, dont évidemment j'étais encore une jeune enfant, je devais avoir 8 ans ou 9 ans. À l'école, on ne parlait pas de ça, on était dans la petite école élémentaire, mais je regardais les photos de guerre, de la Shoah et tout ça, parce qu'il avait une collection de livres avec des photos noir et blanc, et je sais que mon grand frère aussi regardait ça, et on était très interrogatifs. On regardait ces amas de cadavres dans des photos en noir et blanc, et on disait, mais c'est à quel moment? C'est avant les Indiens ou c'est après les Indiens? Parce que quand on a 8 ans, sur le truc qui est marqué à l'école, bon, déjà les Indiens figurent pas, mais alors ceux-là, les tas là, de corps, petites. Donc, si vous voulez, ce sont des images qui marquent énormément. Et après, je me souviens aussi que tout d'un coup, à l'école primaire, on procéder au BCG, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en randonnion, là, toute la classe, les garçons en maillot de corps, les filles presque quasiment. Et ça me rappelait les photos dans les camps de concentration où les gens étaient comme ça, à la queue leu devant des sections. Et dans cette école, quand c'était le moment de la piqûre, ben moi, ça me faisait penser à ça dans la ligne. Et je me dis, mais pourquoi je me barre pas en courant par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est déjà des alertes. Vous voyez, quand on est petit, on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et donc après, quand vous exercez la profession d'avocat, bien sûr, et qu'il y a une injustice comme celle que moi j'ai pu connaître, plusieurs, mais un confrère qui était incarcéré, c'est quelque chose d'effrayant. Et surtout quand vous grattez dans le dossier puis vous apercevez que tout ça c'est une cabale, que c'est complètement à la masse, et que vous recevez des coups de fil pour vous faire peur, pour vous dire que si vous continuez dans ce sens à défendre cette personne, ben, il va vous arriver des malheurs, et que l'inscription que je souhaitais quelque part, bon, en l'occurrence, c'était jamais. Donc, c'était des menaces. J'ai envoyé suer la personne, évidemment, parce que je lui ai répondu que je n'étais pas un avocat d'opérette et que ces menaces ne me faisaient pas peur. Donc, je suis allée jusqu'au bout, j'ai défendu cet homme. J'ai obtenu gain de cause, mais après, moi, j'ai été mise 8 ans en examen et j'ai eu une condamnation pénale qui tient pas du tout la route. Enfin, c'est tout ça, c'est du bullshit en barre. Et c'est ce que j'ai toujours eu, mais j'ai jamais eu peur. C'est ça que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est qu'il faut pas du tout avoir peur, parce que même si vous allez perdre votre profession, moi, je pense que je vais être la seule dans le monde à pas avoir eu peur de perdre ma profession d'avocat. J'en ai rencontré un seul. Il s'appelle Oden, il est américain. Il habite dans le Nouveau-Mexique et je l'ai rencontré à Nouméa, ce monsieur. Et lui, il a fait de la prison. C'était à Las Vegas où il s'est heurté dans la même procédure que moi. Et quand on s'est rencontrés, ça a tilté tout de suite. Il s'est exprimé en anglais. À ce moment-là, je ne maîtrisais pas encore bien l'anglais, mais on se comprenait très bien. Et j'étais impressionnée de le rencontrer à 24 000 kilomètres de Paris, dans une île. Lui-même, il n'était pas de l'île. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mais je l'ai rencontré. Ça m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec lui, mais lui avait été incarcéré. Donc moi, il cherchait à m'incarcérer aussi à Nouméa. Je pense que mon histoire, on la connaît un petit peu. J'ai pu éviter la prison parce que j'ai fait un chouette mariage. Le ciel a pourvu et je n'ai pas été incarcérée. Si j'avais dû faire de la prison, je pense que je n'aurais jamais pu peindre parce que ça m'aurait coupé les jarrets. Hein, ça m'aurait complètement... Donc, le ciel a pourvu encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a l'attitude qu'on doit avoir, la liberté qu'on doit avoir devant chaque situation. On doit décider et pas se laisser à la va que je te pousse, même si vous devez perdre votre métier d'avocat, bordel de merde. Parce qu'il n'y a pas d'avocat qui flippe. Il ferait à ma place, et j'en ai rencontré qu'un dans ce monde en 30 ans. Où ils sont les autres? Donc, il faut pas avoir peur. Et ensuite, j'ai recomposé ma vie. Quand j'ai su que la menace de la prison était certaine, j'ai trouvé quelqu'un sur ma route qui m'a épousée, qui m'a demandé en mariage, et que ça m'a sauvée de la maison d'arrêt. Bon, ça, c'est une chose. Mais quand j'ai compris qu'on allait vraiment me pousser dans le ravin, je n'ai pas paniqué. C'est ça que je voudrais transmettre. C'est-à-dire que je me suis dit quand même, il ne faut pas perdre le nord. Si vous savez que vous avez fait quelque chose de correct et que même si vous avez tout le monde contre vous,
c'est ça la liberté et l'intégrité. Si vous savez que vous n'avez rien fait de travers, que ce que vous avez fait est correct et je referai exactement la même chose, c'est que vous comprenez quelque chose du monde. Vous dites, vous traversez le miroir, il y a quelque chose là qui va pas. Et ensuite, quand des années après, donc, tout ça est arrivé, moi je n'étais pas du tout surprise. Je me dis, enfin. Voilà. Mais tu vois, Isa, juste pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu dis il ne faut pas avoir peur, effectivement, et là je pense que nous sommes des femmes sans peur, pour autant, dans ce monde inversé, comme tu parles de la prison, effectivement, même si tu sais que tu n'as rien fait de mal ou de préjudiciable, tu peux de toute façon être incarcéré puisque ce monde c'est la bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Isa, merci pour ça. Est-ce que je donne la parole à Sarah ou à Cécile? Je dois décider encore. Vas-y, à courte paille. Allez, bon, bah, Sarah, puisque tu as parlé la première, voilà, c'est toi. Okay. Pardon. Écoute, le début de ton discours, Isa, je me suis vraiment reconnue, en fait. C'est vrai que, bon, moi, je me suis toujours battue. Mon parcours, il a fait que c'était jonché de lutte pour la liberté, contre l'injustice, tu vois. Et depuis 2020, on va dire que je me sens moins seule dans ma façon de penser. Donc, du coup, j'ai encore plus, on va dire, de légitimité pour l'ouvrir, quoi, en fait, hein, plus de raisons pour l'ouvrir publiquement. Je me sens vraiment moins seule depuis 2020, même si c'est une période, quand même, qu'on vit une période qui est compliquée. Mais si tu veux, pour moi, la justice et la vérité, c'est lié, tu vois? Ce qui n'est pas vrai n'est pas juste. Et donc, je ne peux pas laisser passer ce qui est inacceptable sans rien dire. C'est pas possible, c'est trop frustrant, pour moi, ce serait manquer à mon intégrité, ce serait, rater l'opportunité éventuellement de prévenir des gens qui sont pas au courant, tu vois? Qu'il y a des dangers, qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention parce que, bah, ça peut créer de gros dégâts. On a vu, avec les fameuses, seringues, bon, voilà, quoi. Et donc, moi, je me suis toujours positionnée depuis toute petite, tu vois? Par exemple, quand j'étais à l'école, en primaire, j'avais des profs qui tapaient, sur la tête des élèves, quoi. Et j'étais la seule à l'ouvrir, en fait. J'étais la seule à dire que c'était pas normal. Et il y en a je me souviens même, parce que c'était souvent, enfin, c'était pas rare, quoi, hein. Et il y en a même une fois qui m'a hurlé dessus pour un truc, mais vraiment débile, en plus, j'avais rien fait de mal, quoi. Et qui a voulu m'humilier et qui m'a levé la main dessus en me disant: «Je vais t'en coller une». Je me souviens, j'étais en CM1. Je me suis levée parce qu'en plus, elle était pas bien grande, la dame. Je me suis levée et je lui ai dit avec, force, je lui ai dit: «Je vous préviens, si vous me frappez, si vous mettez une gifle», je sais plus comment j'ai dit, «je vous la fous». Ah bah, je peux te dire que ça l'a calmée, hein. Elle a jamais, levé la main sur moi, elle m'a plus jamais parlé et ça a jeté un silence froid dans la classe. Et c'était pas notre maîtresse. Notre maître, c'était le directeur de l'école, il a souri en coin. Bon, il me connaissait en même temps. Il a souri en coin et il a rien dit. J'étais étonnée, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, je vais ramasser parce qu'ils vont dire que je tape leur autorité». Bon, et puis finalement non, je pense qu'il aimait bien la justice lui aussi. Et ça, je l'ai rencontré toute ma vie. Alors oui, ça coûte cher, hein, des fois, hein, mais bon, en même temps, comme je disais, moi, je fuis un petit peu les les frustrations et j'ai envie de te dire que, quand il y a quelque chose qui hurle au fond de toi, faut pas se taire, quoi, tu vois? Comment faire pour, après moi, je le paye. Je le paye vraiment, physiquement, émotionnellement, psychologiquement et je tombe malade systématiquement. Dès que je suis pas alignée, tu sais, moi, je suis quelqu'un j'ai plein de défauts et j'ai quand même des qualités qui paraissent être des défauts aujourd'hui dans ce monde. Donc j'ai été bien lotie, tu vois? Comme la droiture, tu vois? Je suis assez franche comme personne, je suis passionnée, je suis très sensible. Donc bon, certains vont dire que c'est des qualités. Oui, certes, c'est des qualités humaines, mais faut les assumer dans ce monde-là, hein. Et donc du coup, bon, bah, je peux pas ne pas être alignée avec moi-même,
sans en pâtir derrière et sans le payer, et d'une part, et d'autre part, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de choisir qui je suis, qui je deviens, depuis que j'ai ce pouvoir-là. Parce que c'est vrai que pendant des années, je tâtonnais un petit peu, je savais pas trop où était ma place. C'était compliqué, que surtout quand on a des enfants et qu'on les élève seuls, et ben, il faut quand même, on n'a pas le temps de penser à soi, en fait. Et puis, il y a les soucis de la vie qui se rajoutent à ça, donc on se pose pas de questions. On vit un petit peu en pilotage automatique. Et en 2020, avec les confinements, on a tous eu ce loisir, j'ai envie de dire, de réfléchir, de se poser, de réfléchir. Bon, moi, mes enfants étaient déjà, voilà, j'avais plus besoin d'être sur leur dos. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me positionne, mais publiquement. Parce que jusqu'à présent, je le faisais, c'est-à-dire dans le privé, quoi, hein, mais je ramassais tout le temps, en fait. J'étais, genre l'incomprise, tu vois? Celle qui est rabat-joie, négative, qui casse l'ambiance, parce que dès il se passait ou qu'une parole, injuste était dite, bah, j'étais obligée alors, sans forcément ni être agressive, ni moralisatrice, pardon, mais ça plaît pas parce qu'en fait, tu viens heurter leurs croyances. Et on sait tous que c'est difficile de démonter ses croyances, surtout que bon, bah, on est ancré dedans, c'est des certitudes en fait, les croyances, donc ça fait mal. Moi, je sais de quoi je parle, hein, parce que je les ai démontées plus d'une fois. J'ai fait des dépressions. Je peux te dire que c'était pas simple. Mais bon, il faut passer par là pour justement éveiller un peu la conscience, ouvrir l'esprit, et puis évoluer dans le bon sens, quoi. Donc, moi, j'essaye de faire ma part de colibri pour. Bah, après, je dis pas que j'ai toujours raison, loin de là, mais chacun apporte son point de vue, et du coup, c'est ce qui fait qu'on réfléchit, on évolue, quoi. Voilà. Merci Sarah. Je vais laisser la parole à Cécile aussi, parce que s'il y a une dame courage aussi, bah, c'est bien Cécile. Et après, on reviendra, si vous voulez bien, sur justement l'injustice et quand même le fait de volontairement, malgré tout, vouloir s'exposer et montrer son visage publiquement. Ma Cécile, c'est à toi, et après on reviendra sur ces notions-là. Et à propos de courage, j'ai entendu un enfant dire, tu sais, quelquefois on voit en vidéo là des extraits avant des enfants des années 70 ou 80, je sais pas, et on leur pose une question. Et là, c'était ça. Et il posait la question au gamin, c'est quoi le courage? Et l'enfant a répondu, le courage, c'est de continuer quand on a peur ou quand on a mal ou quand ça se passe pas bien. C'est de continuer à ce moment-là. Et c'est vrai que aussi longtemps qu'on n'a pas eu peur ou qu'on n'a pas eu mal ou qu'on n'a pas de difficulté, il y a rien de courageux à faire ce qu'on fait. C'est un peu ce que je ressens, moi. Moi, j'ai pas l'impression d'être courageuse. Bon, on a eu 1 ou 2 petites menaces de mort, des trucs comme ça, mais je veux dire rien de bien sérieux. Et donc, je ressens pas, j'ai pas l'impression d'être courageuse. Par contre, là où je rejoins Isa et Sarah, mais très fort, c'est dans ce critère. C'est intéressant, hein. Cette valeur de justice, et je sais que Lise, elle te parle aussi cette valeur, mais cette valeur de justice, c'est vraiment ma valeur depuis toujours, en fait. Et justement, vous avez parlé d'école et tout ça. En maternelle, je me souviens, il y avait un enfant dans ma classe qui était adopté. Donc, il avait une peau très noire, et Frédéric, et les enfants se moquaient de lui, et c'était plus fort que moi. En maternelle, j'ai pris sa défense, et c'est plus fort que moi. Il y a une femme qui a dit un truc que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, je pense que j'ai déjà raconté, mais c'est Jade Allègre qui soigne à l'Argile. Vous voyez, hein. Et un jour, il y a une personne qui l'interviewait, et donc elle explique ce qu'elle fait, tout ça. Et puis, à un moment, la personne qui l'interviewe lui dit, oh, vous devez vraiment aimer l'humain pour faire ce que vous faites là. Et elle répond, non, pas du tout. Ça m'a vraiment bien amusée. Non, pas du tout. Et elle a montré son poing comme ça, tu vois, au niveau de l'estomac, en remontant, quoi. Elle a dit, ça me contraint. Elle est contrainte par elle-même de réagir. Et c'est ce que vous avez expliqué. Il y a quelque chose qui vient du fond, là. Oui, c'est ça. Pourquoi, comment, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Moi, ce que je sais
j'aurais pu, Cécile, aller à la plage tous les jours, avoir une vie paisible, si j'avais que suivi les confrères qui voulaient me faire plein d'oseille, enfin voilà quoi. Mais je ne pouvais pas, c'est diriment, ça s'appelle en droit. Tu peux pas, c'est diriment, tu peux pas faire autrement. Diriment. La maison va brûler, la maison, c'est ça, être vraiment. Moi, je voulais m'imprimer aussi dans ma personnalité. C'est diriment. Bien sûr. Diriment. Je retiens. Ouais, c'est en termes de droit. Ouais, merci. C'est ça ou la mort. Donc, voilà. Et là, tu as plus sur toi. Oui. Et alors, 2 autres choses que je voulais dire qui me caractérisent assez bien. La première, moi, j'ai pas eu les parents de l'année en fait, hein, du tout, hein, ni du siècle, je pense. Mais du tout. Mais mon père, c'était un homme violent. Donc lui, vraiment, sa manière d'éduquer, c'était il frappait en fait. Donc coup de poing, des baffes, des coups de poing, de la ceinture, enfin on a tout pris. J'avais vraiment très très peur de lui, hein, très peur de lui. Mais par contre, je me suis jamais soumise. Et ça le rendait dingue. Et je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait pour que je me soumette, en fait. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. Rien qu'à y penser, je m'énerve, en fait, rien qu'à y penser que peut-être un jour, je devrais. Bon, donc je pense que c'est très mal parti. Et alors, la troisième chose, c'est et ça, par contre, c'est pas toujours facile à vivre. Je pense que mes copines là, elles vont se retrouver là aussi. C'est un peu cette manie d'être toujours à contresens, quoi. Une marque sort, tout le monde va acheter ce truc de marque, ben moi j'en veux pas. Et je n'en veux pas parce que tout le monde le veut, hein. C'est vraiment ça, tout le monde le veut, donc moi j'en veux pas. Quand on me dit il faut que tu vois tel film, il suffit de mettre il faut que tu vois tel film pour que j'ai pas envie de voir le film. Alors je sais que c'est un peu con, hein, c'est puéril tout ça, mais c'est comme ça. Donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde et ça a toujours été. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai pas envie d'obéir, j'ai pas envie de me soumettre. Sur ce que tu dis, c'est très intéressant parce que les gens n'ont pas assez conscience que chacun, nous sommes différents et nous avons un niveau d'intégrité que même peut-être les gens n'arrivent pas à définir ce qu'est l'intégrité. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? C'est lié à ton âme, c'est pas quelque chose de matériel. C'est comment tu es habité à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Les gens ne se posent pas ces questions dans cette société de consommation. Là, il y a eu un stop avec 2020, tu vois, on nous propose un plat finalement qui est intéressant. Moi, je suis déjà passée par là, mais ça invite les gens à s'interroger justement sur ça. Toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette circonstance? Tu choisis quoi? Tu fais ça ou ça? Et c'est binaire, hein, c'est pas, il n'y a pas trop de choix. Tu vois, je ne sais pas si vous avez fait le parallèle, vous, par rapport à 2020, justement, par rapport à ce que tu dis, Isa. Quel choix aurais-tu fait avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Aurais-tu été résistant ou aurais-tu été collabo? Et bien entendu, l'histoire qu'on peut se raconter et qu'on s'est tous raconté, c'est évidemment, je me serais dit, j'ai été résistant. Hein. Et là, je trouve que c'était une fabuleuse opportunité quand même de se révéler et de se prouver à soi-même, effectivement, est-ce que je suis vraiment résistant ou est-ce que je suis collabo? Est-ce que ça vous a parlé aussi? Vous avez fait le parallèle avec cette période-là? Oui, mais le fait d'être résistant ou collabo, pour moi, c'est un vrai. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais y venir. Je vais rester sur ma lancée là, parce qu'il y a une petite histoire courte que je veux vous raconter. Mais ça reste un mystère pour moi. Hein, tu sais, quand j'allais dans ma famille en Pologne, quand j'étais adolescente, on passait l'Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, et le passage entre les deux, c'était terrorisant pour un enfant. Hein. Enfin, vraiment, c'était dur, quoi. Et tu te dis, en fait, c'est un pays, et d'une rue à l'autre, on a un comportement complètement différent. Complètement. D'un côté, on a des gens qui ont perdu toute humanité, en fait, c'était assez impressionnant. Et d'autre côté, on a des êtres humains plus ou moins normaux. Quand on voit aujourd'hui hello Elsa, quand on voit aujourd'hui des vétérinaires ou des gendarmes qui sont capables d'aller massacrer tout un cheptel chez un agriculteur, alors que l'agricultrice est devant eux, elle supplie de ne pas le faire.
tu te dis mais comment c'est possible quoi? Et c'est vrai que cette question, elle reste vive. Donc moi je pense que, enfin on peut y répondre tout ici. Clairement, on n'aurait pas été du côté des collabos. Mais je vais finir parce que je veux absolument vous raconter un truc. Mais voilà, après il y a toute la manipulation qui va avec. Mais j'ai eu quand même une surprise. C'est à ça que je voulais en venir avec les collabos. Il y a quelques années, là, 2-3 ans, on va passer quelques jours en Corse avec Thierry et mon mari, donc, et on se retrouve à, comment dire, pour le petit déjeuner, là où à l'hôtel, là où il y avait, c'était à l'extérieur et tout, c'était vraiment génial. Et je vois des cadres au mur avec des extraits de BD, hein, des cases de BD, je l'avais raconté, des cases de BD où il est écrit, voilà, c'est repris, ils ont mis des textes, et je vois résistant, et il parlait du virus, donc ça parlait de la période Coco. Et donc, et je dis à mon mari, je dis regarde, on est tombé dans un nid de résistants, c'est génial. Et du coup, Thierry va voir, il se rapproche, il regarde les dessins, il me dit viens voir. Et en fait, les collabos, c'était nous. Les résistants, c'était ceux qui mettaient le masque, se faisaient piquer, mettaient la distance. Et donc, nous étions des collabos avec le virus. Et ça veut vraiment dire que tout est, enfin tout, je sais pas tout, mais c'est tellement relatif. Cette Ouais. impression de faire Tes le bien. perceptions. Ouais, Parce que ces gens avaient l'impression de faire le bien, eux aussi, et nous aussi. Et ça, c'était quand même très, très troublant, quoi. Ça remet en question nos certitudes. Enfin, moi, en tout cas, ça a eu cet effet-là sur moi, quoi. C'était assez impressionnant. Voilà, j'ai terminé. Effectivement, tu m'avais déjà raconté ça, Cécile, et j'avais trouvé ça, oui, effectivement. Enfin, tout est, comme tu dis, relatif et dépendant de nos perceptions. Elsa, bonsoir. Bonsoir à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. On en était aux présentations et ce pourquoi on s'était levé finalement. Donc, c'est ton tour. Je suis désolée de t'introduire comme ça directement, mais qu'est-ce qui a fait que toi aussi, tu as voulu te positionner? Est-ce que c'est venu en 2020 ou peut-être plus jeune encore, depuis tout enfant, ce besoin d'être et de t'opposer en tout cas à la doxa, de pas suivre forcément les codes et les normes imposées? Qu'est-ce qui t'a fait toi? Déjà, bonsoir à tous et à toutes et désolé pour le retard, les obligations familiales obligent. Je viens de récupérer ma fille qui était en cours de jeune sapeur-pompier. Donc, comme quoi, tout peut arriver, on lutte contre la vaccination, en tout cas l'obligation vaccinale, mais ça ne nous empêche pas de savoir à quel point on a besoin des métiers du soin et de la santé et du secours, et ça n'a pas empêché ma fille d'avoir envie d'en faire sa vocation, ou en tout cas 3 ans de formation au moins. Moi, pourquoi, comment j'ai atterri là? Très sincèrement, j'en sais rien, d'abord. C'était instinctif, intuitif, c'était tout à fait cohérent finalement quand j'y réfléchis. J'ai toujours détesté l'injustice, le mensonge et la mauvaise foi, donc je pense que vous aussi, à un moment donné, ça c'est au fond des tripes. Ça a été évoqué, effectivement, oui. Ouais, j'imagine. Ça fait partie des choses qui nous font réagir de manière aussi impulsive, ou en tout cas aussi forte, quand on découvre des ignominies pareilles et qu'on se rend compte qu'en fait, rien n'est normal, rien n'est... Il n'y a plus de normalité. Je ne parle pas de la normalité de tu vas bosser, tu rentres, tu manges, tu fais tes courses, la vie, tu survis, quoi, finalement. Non, dans le sens... Et j'ai senti, mais vraiment, surtout en 2020, ça devait certainement exister avant, mais 2020, je me suis pas posé tant de questions et j'ai senti qu'il y avait un loup quand on commençait à parler de tout ça. J'ai senti qu'il y avait un loup quand il y avait cette histoire de Covid, mais qui arrivait pile poil après. Je garde mon étiquette fichier C, hein, mais comme par hasard, tu as un virus qui arrive, qui est hyper virulent, que personne ne connaît. Faux, il existe depuis 2001. En tout cas, la base existait depuis 2001 et bien avant, il y avait eu des versions. Et ça arrive au moment où il y a les plus belles manifs
et les plus beaux rassemblements contre la réforme des retraites. Et la première chose qui m'est venue, c'est de dire, comme de par hasard. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'on sortait un lapin du chapeau pour détourner le regard. Et c'était pas que ça, mais ça sentait ça. Et puis, moi, j'ai été dans les services. J'ai vu ce qui s'y passait de pas normal. J'ai vu des trucs, mais juste hallucinants. Quand on a commencé à prôner la vaccination dans les EHPAD alors qu'on les avait protégés pendant le confinement, en tout cas, on les avait laissés confinés. Ça, encore là, il y a de la mise en scène, c'est pas possible autrement. On les confine et d'un seul coup, en 10 jours, on vaccine tout le monde et tout le monde est malade. Je me souviens encore d'être allée voir mon directeur et de dire, il n'y a pas de problème pour vous là, tout va bien. Bah non, mais ça n'a rien à voir. Ah bon, ça n'a rien à voir. Mais moi, en 10 jours de vaccination, j'ai 99% d'un EHPAD qui est contaminé alors que ça fait 6 mois qu'on les tient au chaud et que tout va bien. Et j'ai 70% du personnel qui se met en arrêt maladie parce qu'ils sont tous malades. Et toutes ces petites choses, et puis toute cette propagande, et je me faisais arrêter, puisqu'en tant qu'agent administratif, j'étais en télétravail, au moins 6 jours par semaine, d'accord? Donc, j'allais une seule journée au boulot, c'était le mercredi. Tous les mercredis, à 16h, au même rond-point, j'habite dans un petit bled de 500 habitants, au même rond-point, à la sortie de mon bled, tous les mercredis à 16h, les gendarmes m'arrêtaient pour regarder l'attestation du directeur sans me demander ma pièce d'identité. Et une fois, j'ai voulu ouvrir la fenêtre, j'ai commencé à appuyer le bouton, j'avais 2 masqués, un avec un masque tissu et l'autre, il avait remonté sa cagoule. Il me dit, non, madame, ouvrez pas la fenêtre. J'ai pas la peste, j'ai pas le choléra, je vais travailler. Et je lui montre mon attestation de l'hôpital, qui est très bien pu être un tour, parce que je vais très bien. C'est juste hallucinant, le type, il m'a pas demandé ma pièce d'identité. J'aurais pu prêter mon attestation à toutes les copines qui voulaient sortir toute la journée. Un truc de... J'ai dit, mais c'est complètement débile. Bon, après, par mon expérience professionnelle au sein de la fonction publique hospitalière, je dis bien, parce que maintenant je suis dans la territoriale et dans une petite territoriale, donc c'est pas la même chose, mais on sait bien que quand ils prennent des décisions, ces gens-là, quels qu'ils soient, en fait, ils obéissent à ce qu'on leur demande et ils cherchent pas plus loin. Et quand ils ont un objectif, ils suivent l'objectif, mais ils ne regardent pas tous les dégâts collatéraux que ça peut causer. D'ailleurs, ça, c'est à notre avantage. Et j'adore m'en servir, c'est mon jeu préféré pour les tacler. Voilà, et ça porte ses fruits même encore aujourd'hui avec les batailles administratives. En gros, pourquoi j'ai réagi? Parce qu'en fait, l'absurdité, ça me débecte. Je ne peux pas supporter qu'on ne réfléchisse pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas réfléchir. Mais quand ça implique la santé des gens, quand ça implique les droits des gens, quand ça implique le droit fondamental de disposer de son corps, quand ça implique un choix personnel qu'on t'oblige à faire par tous les moyens en t'inséminant dans la tête des aberrations, je peux pas en fait. J'en ai même des frissons dans les joues là pendant que je vous en parle, tellement, mais c'est juste, mais non quoi, non. Donc j'ai pas cherché à comprendre, des fois j'en paye fort le prix, mais je m'en fous, je continue et de toute façon, je me disais tout à l'heure dans la voiture, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis une mère que j'ai plus réagi? Est-ce que... Non, j'ai des hommes dans mon entourage qui ont réagi pareil, qui le font pas forcément en ayant des enfants, mais qui le font par conviction. Et parce que je crois que le vrai point commun, c'est cette humanité lumineuse qui fait de nous on déteste ce qui est faux, on va détester l'irrespect, on va détester le mensonge, l'intolérance et en fait tout ce qui est bafoué comme valeur fondamentale de l'être humain tel qu'il est et tel qu'on lui demande de vivre. Et le vivre ensemble, mais merde, mais laissez-nous vivre ensemble comme on l'entend, quoi. Donc, ouais, je déteste l'injustice, la mauvaise foi, le mensonge et l'intolérance. Donc, ça peut aider peut-être. Après,
J'avoue, j'ai peut-être des gènes aussi. Ma grand-mère était communiste, très, très rouge, mais de chez les vrais très rouges de l'époque, n'est-ce pas? C'était pas 2026, c'était plutôt 1940 à 1960. C'était pas le même rouge, pour pas critiquer ceux d'aujourd'hui, mais en tout cas, ils y allaient quoi tous les jours, ils sortaient tous les jours où ils avaient la paire de Coronesse qu'il fallait pour dire non, aujourd'hui je veux pas travailler. 2 euros le gasoil, mais moi je bouge pas la voiture. Alors, il y a le j'ai pas le choix, mais très sincèrement, si on regarde l'actualité comme on nous prend pour des imbéciles, encore un nuage de fumée, sans faire de mauvaises blagues, encore un nuage de fumée. Je ne suis pas allée voir l'agenda de l'Assemblée. Mais en général, depuis 2020, chaque fois qu'il y a un nuage de fumée ou un truc comme ça qui nous sort, ou quand tout le monde se précipite à acheter du PQ, je vais voir l'agenda de l'Assemblée pour savoir qu'est-ce qui est en train de se manigancer. Mais vraiment, hein. Bon, là, je vais aller chercher du PQ à pied, c'est 2 euros le gasoil, mais je préférerais qu'on arrête tous d'aller au boulot. Ça durerait une journée. On pose la voiture, on pose les clés, on éteint Netflix, on éteint les réseaux, on se fait un apéro entre voisins et on attend que l'autre dise « C'est bon, on a redescendu le gasoil, retournez tous au travail. » Sérieux, sans déconner. Pourquoi c'est pas possible? Bon, parce qu'on est dans une guerre d'ego aussi, malheureusement. On est en 2026 et on nous a bien endoctriné le cerveau avec de la merde. Elsa, merci beaucoup. Il faut qu'on accueille quand même Stéphanie Reynaud de Tribune. Hello Stéphanie. Stéphanie d'être là, toi aussi. Tac. Bonsoir Alors, à nous allons te tous. laisser la parole d'entrée comme ça de jeu parce qu'on était en train justement d'expliquer qu'est-ce qui a fait qu'on a pris la parole, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est positionné depuis 2020 ou même avant. Et bah, du coup, c'est ton tour, toi. Qu'est-ce qui t'a fait te lever? On a parlé beaucoup d'injustice et de besoin de vérité quand même. Hein, ça revient à chaque fois. Si ça se trouve, je vais dire la même chose que vous. Bonsoir à tous. À toutes, en l'occurrence, voilà un plateau féminin. Ça change, ça contrebalance avec certains plateaux qui sont quand même pleins de testostérone, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui m'a fait me lever? En fait, le fait de comprendre peu à peu en 2020 qu'il y avait beaucoup d'incohérences, il n'y a rien qui tenait debout. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et oui, ce sentiment d'injustice et de tromperie, quoi, par la ruse, le fait de tromper les populations, en l'occurrence. J'ai été assez sidérée aussi d'observer certains comportements qui ont très vite adhéré et été une caisse de résonance pour tout ce qui est en train de se passer. Donc, j'étais assez choquée rapidement. Je suis passée en un mois de quelqu'un qui pensait que Ebola arrivait sur la France. Et puis, j'ai pas vu d'Ebola, en fait. J'ai pas vu de cadavres dans les rues. Et puis, j'ai vu, en fait, effectivement, toute une machinerie de soumission psychologique se mettre en place. C'était assez fascinant à observer et à la fois effroyable. Et le premier endroit où j'ai pris la parole, c'était Facebook, puisqu'à l'époque, Facebook, c'était un réseau qui avait encore le vent en poupe. Je crois que depuis, ça a pas mal freiné, ça a même reculé, je pense. Par rapport aux nouvelles générations, ça s'est fait rétamer par Instagram, notamment, et TikTok, je crois. Et je suis dans le milieu du spectacle, donc Facebook avait vraiment la cote. Et je me suis très vite exprimée de manière un peu quand même nuancée. J'ai très vite commencé à dire que si j'étais malade, parce que je ne savais pas encore si cette maladie était vraiment Ebola ou autre chose en termes de gravité. Et j'ai très vite dit, voilà, moi si je suis malade, j'ai découvert un professeur et apparemment il a une bithérapie. Ça a l'air de marcher, je ne vois pas pourquoi il mentirait. En tout cas, moi j'essaierai, ça c'est sûr.
Et je m'étais renseignée sur ces médicaments qui existaient en Afrique depuis des décennies, donc enfin voilà, et ailleurs. Et en fait, ben non, tout ça s'est mis en place très vite dans ma tête. C'est comme une tempête qui se lève et qui te fait dire, je ne peux pas me taire, j'ai un enfant en bas âge, je peux pas me taire pour lui, je peux pas me taire pour moi, je peux pas me taire pour nous tous en fait. Et c'est pas dans mon tempérament en fait, c'est juste c'était pas possible. Donc j'étais prête à prendre des retours de bâton. Ça a pu être un peu violent sur Facebook. D'ailleurs, à ce moment-là, en 2020, j'ai découvert le terme QAnon que je ne connaissais pas du tout. Je me suis fait traiter de QAnon et je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui me traitait par ailleurs de complotiste ou d'adepte de la secte de Raoult. Depuis, je suis Et mitigée. d'antisémite aussi? Non, j'ai pas eu droit à ça au départ. Ah, moi, je l'ai Vraiment, eu dès le début. Ah d'accord, non, non, j'ai pas eu ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'étais favorable au fait de me traiter avec une molécule très ancienne. Donc, j'étais peut-être genre une amiche pour eux, une espèce ouais, de témoin de Jéhovah. Là, c'est un petit clin d'œil pour Sarah Jane. Et je suis devenue un esprit un peu étrange pour eux, je pense, une espèce de cas d'école surprenant, qui pensait pas pareil, qui allait pas avec le groupe social, penser de la même manière, lutter contre le vilain virus, etc. Et puis il y a eu l'étape Raoult, avec donc Covid, fin de partie, et donc sa bithérapie avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Et puis après, il y a eu l'étape Hold Up aussi, avec Pierre Barnérias. Alors ça, je l'avais dit à Pierre Barnérias, que j'ai rencontré par la suite, et je leur ai dit, enfin je lui ai dit, je te remercie, parce que vraiment, en tout cas, ça a été une étape marquante dans ma sortie du groupe social, entre guillemets, puisque j'ai posté son documentaire sur Facebook. Et j'ai simplement dit, voilà, ce documentaire est très intéressant, il fait poser des bonnes questions, il est à voir. Je ne disais pas, il y a parole d'évangile dedans, il y a la vérité absolue, j'en suis convaincue à 100%. Je disais juste, il y a des témoignages troublants, allez le voir. Et alors là, ça a été un peu Hiroshima dans les commentaires. Et là, effectivement, complotiste, QAnon, bah, il y a un gars qui venait me voir de temps en temps jouer au théâtre. Il était venu me voir 2 fois dans La jeune fille et la mort, qui parle justement du totalitarisme. Et il m'a sauté à la gorge et il m'a dit: «Mais en fait, tu es devenu complotiste, tu as viré QAnon». Et là, je me suis dit: «Il est venu voir 2 fois ma pièce et je crois qu'il l'a pas vraiment comprise, en fait». Mmh. Et j'étais désespérée parce que nous, les comédiens, on peut jouer des textes, d'une extrême grande profondeur, d'une beauté, enfin, La jeune fille et la mort, ça a été écrit par Ariel Dorfman et ça a été adapté au cinéma par Roman Polanski. Bon, on va pas polémiquer sur l'homme Roman Polanski, mais en tout cas, le film était très réussi. Et Ariel Dorfman, c'est un peu son tube, hein, cette pièce. Je ne sais pas s'il est connu pour d'autres pièces, mais c'est vraiment, moi, je trouve un chef-d'œuvre du théâtre contemporain. C'est un trio infernal, en fait, et il y a un rôle de femme et 2 rôles d'hommes. Et il n'y a pas vraiment de rôle faire valoir, chaque rôle est important, extrêmement différent d'ailleurs. Et, et j'étais vraiment dépitée, en fait, de me dire, on joue des textes qui ont différents degrés de lecture, mais en fait, celui-là, c'est vraiment pas un divertissement. Mmh. Et les gens vont venir le voir et se dire, ça n'appartient qu'à une seule période, c'est-à-dire le passé, et ça n'appartient qu'à un pays lointain, en l'occurrence, le Chili, en tout cas un pays qui a connu la dictature militaire, un pays d'Amérique du Sud. Et en fait, ben, c'est toujours ça n'arrive qu'aux autres. Les problèmes, les accidents, les grosses tuiles ou le totalitarisme, ça n'arrive qu'aux autres, ou ça n'arrive que dans le passé. Nous, on l'a vécu à l'époque de Vichy, l'occupation allemande et tout, mais ça ne peut absolument pas revenir sous d'autres formes plus pernicieuses. Ça semble pas envisageable, et voilà. Et en fait, ben, à partir du moment où j'ai eu des positions relativement assumées sur Facebook, oui, ça a été le début des ennuis et aussi de belles rencontres, de belles découvertes. C'est-à-dire que j'ai maintenant
un réseau d'amis comédiens et comédiennes. C'est un petit noyau, hein, évidemment, c'est évidemment pas la majorité et pour l'heure, ça n'a pas changé, hein, ça reste minoritaire. Mais ça a été des rencontres superbes et je me dis que ça a compensé les quelques passes d'armes à l'écrit, voilà, que j'ai dû subir sur Facebook à l'époque. Je ne regrette rien, comme dit Édith Piaf, je ne regrette vraiment rien. Mais c'est dur, c'est dur. Quand on a un caractère affirmé, il y a des personnalités fuyantes, on sait qu'elles détestent le conflit, elles sont très mal dans le conflit, elles préfèrent s'écraser qu'avoir à affronter un conflit. Et moi, je ne suis pas fuyante, je déteste le conflit, ça me rend très malheureuse. Mais si je dois m'affirmer que je dois en passer par le conflit, j'irai assumer le conflit et j'irai assumer cette période de mal-être que je ressens après un conflit. Parce que les gens qui vont au conflit, en général, c'est pas qu'ils aiment ça, c'est qu'ils en ont pas peur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bien après avoir, je vais dire, avoir combattu, voilà, par les mots ou à l'écrit ou à l'oral, c'est extrêmement désagréable. Voilà, les passes d'armes, c'est pas du tout agréable, même pour les gens qui n'ont pas peur du conflit. Donc, ça s'est passé comme ça, et effectivement, le refus de l'injustice et le refus de la soumission, volontaire ou non, et le refus du silence et le refus de la lâcheté aussi. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec la lâcheté. On a tous certainement nos petites lâchetés, mais celle-là, pour moi, c'était pas possible de signer. Ce contrat-là, je ne pouvais pas le signer. C'était pas possible, c'était pas possible pour moi. C'était au-dessus de mes forces. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à vos questions. Après, c'était long, hein. Je rentre pas dans les détails parce que je veux laisser la place à ce plateau féminin. Voilà, d'autres Pour une voix. fois, comme tu disais, c'est très bien parce que nous sommes entre femmes et il y a beaucoup, on en parlait avec Cécile il y a un petit moment au téléphone déjà, on voit beaucoup de figures masculines, hein, de la dite résistance ou dissidence et machin, et nous on passe un peu pour des fois des animatrices simplement, enfin là c'est mes paroles, hein, c'est mes mots. C'est un peu frustrant aussi, c'est pour ça que je voulais vous rendre honneur parce que vous êtes toutes des combattantes et des guerrières à votre manière dans votre domaine. Et vous avez dit toutes des choses, ben voilà, le combat contre l'injustice, justement le combat pour la vérité. Il y a plein de choses qui ressortent. Moi, j'avais aussi envie de vous poser la question, comment ça se fait que vous avez osé prendre la parole et vous montrer physiquement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et femmes ou hommes, qui parlent, mais qui ne se montrent pas, que vous n'avez pas eu peur, en ayant des enfants ou pas. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Ne m'obligez pas à dispatcher encore. Ah, moi, ça m'a pas fait peur. Quand on est on applique ce que l'on est, on fait les choix avec certitude, on assume facilement quand on est dans la vérité. Moi, mon choix, c'est ça, c'est de vivre selon ce qui me semble juste, et je me laisse absolument jamais dicter ce que je dois faire. Et quand on est dans cette adversité, il faut se mesurer à ce moment-là. C'est là où il faut s'imprimer. C'est intéressant de savoir qui on est. Avant de mourir, avant de claquer sur son lit de mort, il y en a qui flippent grave à ce moment-là, mais il fallait se poser la question avant, guys. C'est quand tu vis qu'il faut allez, là, tu es dans un problème, eh ben résous-le. Oui, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de courage pour ça. Le courage, c'est pas la valeur la mieux partagée au monde. On est d'accord. Et je me demande si c'est pas un truc plus féminin d'ailleurs. Enfin, il y a des hommes courageux, mais on a l'impression que dans cette résistance, quand même, les femmes, elles ont été courageuses. Et quand les femmes, elles montrent ce courage, elles sont ténaces, hein, elles sont exemplaires. Alors que les hommes fuient. Je trouve que c'est lamentable que la gente masculine ne montre pas plus de... Est-ce que c'est... ça aussi, ça fait partie de l'ingénierie sociale, on les a rendus comme des eunuques ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Autrefois, les hommes, c'était même des femmes comme nous, on les aurait suivis, ces mecs-là. Et là, on ne suit personne. Ils ont peur de tout. À la limite, c'est nous qui les rassurons, qui leur donnons le sens des choses. Moi, à part dans la résistance de quelques hommes que l'on voit, que l'on connaît, les autres, ils ont quand même des discours assez convenus ou
toujours un peu, c'est énervant, quoi. On a besoin de ces personnalités, ces hommes, merde, on ne peut pas être toute seule à gérer tout ça. Moi, j'ai montré le pas dans le barreau, mais il n'y a personne qui m'a suivi, à part ce mec américain là, que je trouve absolument incroyable. Je n'ai pas vu à Paris de confrères, et tous ils se plantent derrière les plaintes. En plus, en parlant de barreau, quoi. Pardon. Oui, c'est ça, parce que c'est là où se fait le droit, la protection des libertés. C'est grave, bon sang. Ils sont 34 000 à Paris. À part François d'Angléan, à part, vous les connaissez, ceux qui se lèvent, on les compte sur les doigts d'une seule main. Et même les femmes avocats qui se sont levées, par exemple, je pensais à Virginie aujourd'hui. Derrière Roger-Requer ? On n'en a plus parlé de Virginie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait au barreau pour lui faire aussi peur? Il n'y a pas que le droit dans la vie, il n'y a pas que d'être à porter sa robe et d'être avocat, on s'en fout de ça, on n'est pas quelqu'un, parce que socialement on est quelqu'un, il faut arrêter aussi avec ça là. Et... Ça tout à fait, pour autant, la fonction ou même le fait que tu sois un homme ou une femme, comme je disais, ne va pas forcément signifier et être synonyme de je vais montrer mon visage et je vais oser assumer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ma question aussi. Non, je ne la saisis pas, Lise, la différence que tu veux faire sentir là. Montrer son visage, parce que c'est dangereux de montrer son visage. Oui, c'est dangereux. Ben alors, oui ou non. A priori, tu prends quand même plus de risques en te montrant qu'en te mettant un pseudo et en n'étant qu'une voix. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Bien sûr. C'est grave, parce que plus on va s'écraser, plus ils vont nous appuyer sur la tête. Donc, on n'a pas le choix. Vivre comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère mourir. Je préfère cramer ma vie s'il faut, mais je ne vivrai pas comme ça. Basta, ça ne se pose même pas la question. Cécile, tu voulais rebondir peut-être là-dessus? Oui, mais j'adhère tout à fait évidemment ce que dit Isa, mais ça m'amuse un peu en fait cette question parce que je sais que il y a même dans nos rangs, alors je mets des grands guillemets, des très très grands guillemets, mais dans nos rangs, il y a des gens qui disent qu'on se montre parce qu'on aime prendre la lumière. On a besoin de prendre la lumière. Alors bon, moi j'ai pas vraiment l'impression que c'est aussi positif que ça, de prendre la lumière dans ce contexte. Quand on voit ce qu'on peut se prendre en plein visage d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on s'exprime depuis au moins 5 ans, déjà avant, les Gilets jaunes ils en ont pris aussi. Tout ce qui s'est dit à leur sujet, c'est juste incroyable. Mais au départ. Moi, alors, mon intention au départ, c'était pas de me montrer. Donc, au départ, je filmais les manifs. Donc, je voulais montrer ce qui se passait, quoi. J'avais envie que les gens sachent. Moi, j'ai pas de télé depuis 25 ans. Ouais, à mon avis, maintenant, ça doit faire 25 ans que j'ai pas de télévision. Je déteste ce machin. Je déteste ce machin, mais vraiment. Et j'avais l'impression que les gens, en fait. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait faire tilt sur le coco, c'est que j'étais chez mes marraines en Belgique et moi j'allais donner des conférences par rapport à un bouquin que j'avais écrit et donc je sortais, donc c'était tout début mars 2020. Je sortais, j'allais donner des conférences, je faisais des ateliers et je voyais pas les gens, comme tu disais tout à l'heure Stéphanie, mourir dans la rue, tout ça, ça n'arrivait pas. Et donc je rentrais chez mes marraines chaque soir. Après, je suis allée là une petite semaine et au fur et à mesure de la semaine qui a passé, je voyais leur peur à elles qui montait, mais à une vitesse mais juste dingue. Et normalement, elle devait revenir avec moi dans le sud de la France, donc de la Belgique vers le sud de la France. Et je crois que c'est le mercredi, elles m'ont annoncé qu'elle reviendrait pas avec moi parce qu'elles voulaient pas aller mourir là-bas. C'est ce qu'elles m'ont dit. On veut pas aller mourir là-bas. Et donc elles vraiment, c'était pour elles, bon elles sont âgées et tout, donc moi je respecte, mais pour elles c'était ça. Et donc je me suis dit, c'est ce machin-là qui, le virus il est là en fait, il est dans cette télé. Et donc moi je voulais montrer autre chose que ce qui se disait à la télévision. Au départ c'est ça que je voulais faire. Et après j'ai fait une interview avec 5 médecins et un des médecins a dit on serait plus fort si on était ensemble, si on était unis. Et c'est là que l'idée du Doctoton est née.
Et puis c'est arrivé 6 semaines plus tard, et en 6 semaines, ça s'est organisé, ce truc de fou là. Et donc c'est comme ça qu'à un moment on a été mis en lumière entre guillemets, hein, donc on s'est montré. On était 4 pour animer, dont mon mari d'ailleurs, qui l'a plus jamais fait après. Parce que c'était vraiment pas son truc, c'est pas qu'il voulait pas, mais il déteste ça. Et donc la première fois, il était quand même engagé de force. Et l'idée, c'était pas de se montrer, mais c'était de donner la parole aux gens. Mais alors, est-ce que j'ai eu peur à un moment ou pas de le faire? Jamais, non. Jamais. Donc c'était trop grave ce qui se passait. C'est trop grave en fait. Et donc c'était pas possible de dire ah non, mais je vais moi. Après, il y a des gens qui parlent, qui explique, je vois, je pense à quelqu'un en particulier, il est toujours dans l'obscurité, il se montre pas, il a un pseudo et il donne plein d'infos aussi, hein. Ça n'empêche pas de le faire, quoi. Mais non, moi, à partir du moment où ce qu'on cherche, c'est un peu la vérité, un peu ce qui est authentique, etc. Enfin, moi, en tout cas, je vais pas jouer ce jeu-là, quoi. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas de le faire. Donc, je préfère me montrer, et puis voilà, on me connaît. Et puis tant pis, ça n'amène pas que des sympathies, hein, quand même, faut le savoir. Ça en amène, mais pas que. Et puis bah tant pis, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Hein. On m'a souvent reproché, je ne sais pas si vous pourrez aussi dire la même chose. Effectivement, comme tu disais, Cécile, de vouloir te mettre en lumière, alors que pas du tout. Je me suis même pas posé la question. Et comment tu fais ça? Tu as des enfants et tu n'as pas peur qu'il leur arrive quelque chose? Tu les mets en danger. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ça aussi? Parce que finalement, moi, j'avais l'impression, justement, si je me suis levée personnellement et positionnée, c'était pour mes enfants en particulier, hein, je le dis en toute honnêteté, d'abord parce que j'ai eu peur pour elles et puis après, j'ai continué pour tous les enfants, de manière générale et pour tout le monde. Et avec cette idée, cette envie de j'ai quelque chose, j'ai une info, je suis obligée de la partager. Je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop gros, c'est trop grave. C'est ça. Mais on m'a aussi dit ça. Finalement, tu mets en danger tes enfants. C'est aller jusque-là. Qu'est-ce que... Elsa, peut-être on a tous dit des vérités qui dérangent certains. Mais en même temps, ça reste du vécu, ça reste du factuel. Un jour, on m'a dit mais de toute façon, c'est pas un problème pour toi, t'aimes te mettre en avant. Alors moi, il faut savoir, je suis une fille super timide. Enfin, j'étais, pardon. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris du jalon et d'autres méthodes, mais au tout début où j'ai pris la parole, je prenais la parole en manif parce que je représentais le syndicat et que je parlais juste de ce qui se passait à l'hôpital. Et puis après, j'ai été invitée petit à petit et ensuite, par exemple, d'ailleurs, Pierre Barnerias était là, il y a eu la conférence de presse des soignants parce que quand tu as une centaine de collectifs qui t'appellent pour demander des renseignements, pour se rallier, etc., quand on a monté les collectifs unis, en fait, ça a créé une boule de neige et je me suis dit, mais c'est la visibilité qu'il faut. Alors à l'époque, c'est Michel Rivasi qui avait posé cette conférence de presse et elle a fait quelque chose de merveilleux. Mais pourquoi ? Parce que dans l'ombre, j'étais allée taper à sa porte en disant je comprends pas, explique-moi de quoi vous êtes au courant, qu'est-ce qui se passe au niveau politique, voilà ce qui se passe nous chez les citoyens et pour le personnel soignant et pour les personnes malades, enfin je comprends pas, on ferme des services, on a personne, bref. Et ensuite, ça a fait boule de neige. Après, il y a eu les communiqués de presse automatiquement. Quand tu fais des communiqués de presse en tant que représentant syndical, tu es amené à avoir ceci, cela. Après, il y a eu mon livre qui a eu beaucoup moins de succès. Mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est que tout ça, ça a un coût. Ça a un coût moral, ça a un coût financier, ça a un coût social et ça a un coût aussi, en tout cas pour moi, ça m'a coûté 24 mois de droit chômage que je n'ai pas eu et 24 mois de galère administrative parce que comme j'ai pas un rond, comme je suis pas propriétaire, comme je suis pas personne célèbre, comme on peut pas m'attaquer autrement, on est allé m'attaquer sur l'administratif.
La CAF, j'ai eu des déboires, j'ai jamais eu ça de ma vie. Des explications plus abruties les uns que les autres. Sur écoute pendant je ne sais pas combien de temps, ou des fois, tu n'entends même pas tes conversations perso parce que ton téléphone, il est tellement pourri qu'ils n'arrivent pas à entendre, donc ils brouillent la ligne. En fait, tout ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Et puis, c'est énergivore, attention. Et ça, il faut avoir, et je l'ai appris avec les années passant, et avec d'autres techniques, et avec mes propres apprentissages et mes formations. C'est aussi énergivore d'être présent en public. C'est aussi être mis en avant et permettre des pollutions énergétiques, mais immondes, ignobles. Mais moi, j'ai enlevé des trucs, je passe sur un autre plan, mais j'ai jamais été aussi polluée de ma vie, même en ayant eu une vie merdique avant 2020, pour être très clair. Jamais j'ai dû faire autant d'auto-soins et de dégagement énergétique. Il y a des jours, et ça m'est arrivé cette semaine, où je rigolais toute seule en me disant, mais il y a des fois où je me baignerai dans une fumée de champ de sauge, pas juste un petit bâton dans la maison. C'est que tu as des moments où tu te dis, mais c'est juste pas possible. Et parce que tu es mis en avant. Si tu es mis en avant, tu es en avant. Tu dis des choses qui plaisent pas. Donc, il y a des pensées. Quand on dit des choses, eh ben, il y a des pensées qui sont générées. Ces pensées génèrent des champs énergétiques, qu'ils soient propres ou sales. Tous les champs énergétiques qui vont être plutôt malveillants, ou tous les gens qui vont avoir cette pensée, même dire « t'aimes bien, toi, te mettre en avant ». Un jour, quand on m'a dit ça, je dis « mais prends ma place, ça me fera des vacances ». Parce qu'en plus, derrière, à l'époque, il y avait des gens qui comptaient sur moi pour prendre la parole au nom de eux tous. Et donc, un jour, j'ai fait une pause en disant « Yaka Faucon, je suis fatiguée. Donc, si vous voulez y aller, allez-y. Parce que le Yaka Faucon, vas-y Elsa, il m'épuise. » Et de là, chacun a pris un peu sa responsabilité. Mais c'est tout un jeu de beaucoup de difficultés. Et à la fois, c'est juste, à mon sens, c'était normal. Alors, je piquais des fards rouges tomates dans mes premières prises de parole. J'avais les mains moites de fou. J'avais du stress. Je relisais 15 000 fois ce que j'avais écrit pour finalement rien dire de ce que j'avais écrit, parce que, en fait, c'est moi qui dois parler et je dois pas être mon script. Mais et plus ça allait, plus c'était fluide, donc c'était bien. Mais en face, tu dois faire passer un message pour que les gens le comprennent sans se sentir attaqués. Et ça aussi, c'est un exercice. Parce qu'en fait, si tu veux essayer d'être à la portée de tous, il faut savoir, quelque part, avoir peut-être suffisamment d'empathie ou de recul pour dire, voilà, comment le message peut passer clairement et de telle manière, sans pour autant fourvoyer ou aller à l'encontre de qui tu es réellement à l'intérieur. Et ça, c'est un exercice de fou. Moi, on a essayé de me dire des trucs, de me faire dire des trucs dans des émissions. J'ai encore le souvenir d'un docteur MW, je ne prononcerai plus jamais son nom parce que Oui. je préférerais ressortir la guillotine. Oui. Mais il a quand même osé me dire des trucs absurdes en étant en pleine interview et en disant « mais de toute façon, elle est agent administratif, qu'est-ce qu'elle nous fait chier, elle a qu'à changer de boulot ?» Parce que je prenais la parole et que ça ne lui plaisait pas, que je dise « mais répondez à mes questions et dites-moi qu'est-ce qui est sûr dans tout ce que vous nous racontez. Rassurez les gens. » Et ce n'était pas possible. Mais ça aussi, c'est des attaques. Ça peut blesser, ça blesse, et ça énerve. Et il ne faut pas céder non plus. Enfin, c'est un gros exercice, ça aussi, c'est ne pas céder à cette colère, à cet énervement, parce qu'en fait, ça nourrit justement tous ces aspects énergie négative qu'on nous renvoie. C'est très, très, très compliqué d'être mis en avant. Moi, je pourrais, j'aurais assez d'énergie et une vie perso plus tranquille
c'est vrai que je gueulerais beaucoup plus souvent. Et on me le demande encore. Je mets une pause. Mais est-ce Tu que fais c'est déjà beaucoup, nécessaire? Elsa. Non, Oui, mais et alors, puis, après, il y a est-ce beaucoup que de c'est choses dans ce que tu dis. nécessaire? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis et je te remercie parce que c'est un témoignage vraiment et je ne sais pas si vous autres aussi vous retrouvez dans ce que Elsa dit, mais moi je m'y retrouve complètement parce qu'il y a à la fois ce que les gens placent en toi, ce que toi tu sais, ce que tu as appris et ce que tu as envie aussi d'expliquer aux gens. Donc, et Sarah nous disait en tout début d'émission, avec le coût que ça a physiquement, moralement, psychologiquement, de recevoir ces informations-là, d'être en conscience, en lucidité par rapport à tout ce qu'on a découvert. Et en plus, tu as ta vie et tu as tous les autres, les autres poids à porter. J'aimerais bien entendre aussi Sarah et Stéphanie, et peut-être vous toutes en fait, hein, j'aimerais toutes vous entendre et que ça finit jamais. Mais Elsa, merci beaucoup parce que ça résonne beaucoup là, ce que tu viens de dire. Et en même temps, tu vois, il y a aussi ce truc-là, c'est qu'on n'a pas appris, on n'était pas a priori, je sais pas, moi je dis pardon, je vais parler au jeu, a priori préparé à prendre la parole en public sur des sujets comme ça, à se révolter contre quelque chose. Moi, j'ai été pendant au moins 2 ans vraiment dans la colère par rapport à mes enfants, vraiment dans la colère, c'est-à-dire en réponse, en réaction à. C'est après que j'ai réussi à transformer quand j'ai commencé. J'étais dans l'action très tôt, mais c'est plus tard que j'ai pu transformer cette colère et en étant dans l'action, ça a pu apaiser un peu les choses. Mais j'avais pas appris en tout cas à, comme tu dis, prendre la parole en manif, faire des émissions, etc. J'étais pas prête en fait. Tout ça m'est tombé un peu sur la tronche aussi. Pardon, je me tais, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses que tu viens de dire, Elsa. Là, merci beaucoup. Qui veut, du coup? Stéphanie, Sarah, Cécile, Lisa, je ne sais pas. Sarah a l'air partante. Allez, ouais, j'y vais. J'ai un peu envie de dire quelque chose avant que ça m'échappe. En fait, tu disais peur pour nos enfants. Bon, oui, certes, je pense qu'on y a toutes pensé. Après, ça dépend des sujets qu'on traite, mais il y en a qui sont un peu plus dangereux que d'autres. Pour ma part, j'y ai pensé. En fait, j'y ai surtout pensé à cause de, je dis bien à cause de, des gens qui projettent leur propre peur sur moi dans leurs commentaires. Alors, je sais qu'ils le font d'une manière tout à fait solidaire. Enfin, voilà, ils veulent mon bien-être et ils disent fais attention à toi. Mais au bout de 27, fais attention à toi de bon matin. J'ai envie de te dire, ça t'énerve, quoi. Ça t'énerve ou c'est une menace même? Limite, tu te dis, tu es en train de me menacer là ou... c'est très toxique. C'est très toxique parce qu'en fait, ils viennent instiller en toi une idée que tu n'avais pas, c'est-à-dire une peur que tu n'avais pas au départ, parce que sinon tu l'aurais peut-être pas fait. Tu vois, c'est surtout, tu vois, moi quand je parle des sujets de pédo ou Macron ou l'amita Brigitte, enfin voilà, quand je m'attaque à du lourd, on va dire, là on me dit ouais, fais attention à toi, ils sont capables de tout, machin, là. Et dès que j'ai un truc de travers que je vais pas bien, tout de suite je vais me faire des films après, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de faire peur aux gens. Parce que quand on a qu'un qui te le dit, ça va. Mais quand c'est tous les matins que tu te lèves, tu lis tes trucs et tu fais ah ouais, d'accord, ils ont peut-être raison. Finalement, c'est peut-être moi qui suis complètement inconsciente. Faut savoir aussi écouter les avis des uns des autres, pas toujours être comme ça. Et puis, il faut savoir se remettre en question. Moi, c'est mon cas. J'écoute toujours l'avis des uns des autres, même si j'ai quand même la tête dure et que j'ai mes idées. Mais bon, quand même, j'essaie de rester ouverte. Bref, tout ça pour dire que pour moi, le vrai danger pour nos enfants, parce que du coup, ça m'a travaillé, le vrai danger pour nos enfants, surtout à mon petit niveau, sans rire, quoi, c'est de leur montrer un exemple de lâcheté. Ça, c'est un vrai danger. Et pour eux, et pour la société tout entière. Parce que de toute façon, on sait très bien que c'est l'exemple des uns des autres qui fait les comportements de demain. Enfin, je pense. Je suis pas sociologue, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Pour ceux qui disent que moi aussi on me le balance, ouais mais toi tu veux trop te mettre dans la lumière, enfin bon bref, ça c'est bien des phrases de gonzesse, hein, j'ai envie de te dire. Excuse-moi, mais pour une fois je veux pas faire ma solidarité féminine parce que c'est souvent le cas. Bah, j'ai envie de dire que déjà ils doivent pas vraiment connaître mon métier, hein, pour dire une bouche.
puisque mon métier, c'est quand même de chanter, d'être sur scène et de prendre la lumière, justement. Tu vois, les gens m'applaudissent et oui, ça leur fait mal, tu vois, ça les dérange tout ça, parce qu'en fait, il y a, je sais pas, peut-être, allez, on va dire 80, allez, j'exagère, 70% peut-être, on va être gentil, de la population qui rêverait d'être un artiste, d'être applaudi, d'être admiré. Ça, on le sait, ça va. Faut y arrêter de nous prendre pour des débiles. Donc, tous ceux qui te disent ah ouais, mais toi, tu veux prendre la lumière, c'est juste pour te faire ton buzz, pour te faire du fric, mais tu sais, je prends peanuts avec, et qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Au bout de 50 000 vues sur une vidéo YouTube, je touche 3 € et je les touche pas tant que j'ai pas 70 €. Donc, elle vient pas me parler de lumière, vient pas me parler. Moi, j'ai moins de contrats depuis que je l'ai ouvert. Ça marchait très, très bien, mon tribute to Amy Winehouse, hein. Les gens, ils adorent quand je chante Amy Winehouse. C'est pas pour me vanter, c'est la vérité. Je veux te dire, c'est comme si Isa, elle dit, bah, moi, les gens, ils adorent mes toiles, j'en vends plein et cher. Eh ben, parfait, c'est très bien. Mais si tu l'ouvres, eh ben, il y en a moins qui vont te l'acheter parce que, bah, tu penses pas comme eux, tu as dit des choses qui les ont un petit peu bousculés, dérangés. Donc, bon, ces critiques-là, moi, les gens comme ça, je te dis franchement, ceux qui te balancent ça avant, j'essayais de, pas de les rééduquer, mais enfin de leur faire comprendre qu'ils se trompent, qu'ils se fourvoient, tout ça. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Parce que finalement, il manque de discernement. Donc, qu'est-ce que tu veux parler à quelqu'un qui n'a pas de discernement? Mais tu parles à un mur, en fait. Tu perds tes énergies pour rien du tout. Et comme Moi, je disais. je refuse de vendre mes toiles à un abruti. Oui, bah pareil. Moi, je travaille pas avec des abrutis. Par exemple, il y a des... marchand, le reste, ça circule. Même si tu dois manger des cailloux pendant 3 jours, t'en as rien à foutre. Mais c'est ça, moi, j'ai refusé des contrats parce que les gens, ils étaient odieux d'une manière ou d'une autre. Je les ai envoyés chier et tu veux, je te dis, j'ai pris un kiff. J'ai pris un pied. Pardon, Isa, je termine juste après si tu veux rebondir. Pardon. J'ai pris un pied vraiment, mais tu n'imagines pas. Tu sais, c'est de la fierté. Alors, on va dire, ouais, c'est ton ego. J'ai envie de vous dire, arrêtez avec vos histoires d'ego, toujours à balancer ça les uns les autres. On a tous un ego. Et j'ai envie de te dire que même si mon ego, il était, tu vois, je prends le conditionnel, plus gros que le tien, et alors, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? J'ai envie de vous dire, mon ego, il va vous en dire des choses, hein. Donc, arrêtez de venir nous triturer dès que vous n'avez plus d'arguments. Ouais, c'est son ego, elle veut briller, machin et tout. Viens dans ma vie avant de juger. Et c'est les mêmes en plus qui te disent, ouais, faut pas juger autrui. Donc, bon, je te dis, moi, si je continue, c'est parce que j'ai encore l'espoir que l'humanité, elle évolue dans sa conscience un jour. Et je me dis, bon, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça peut faire la bascule. Mais si tu t'attardes sur ces gens-là, mais tu pètes un câble. En fait, tu arrêtes tout de suite. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais discuter avec des imbéciles, en fait? Qu'est-ce que je vais dépenser mon énergie pour eux? J'y pense souvent, je vous dis la vérité, parce que je suis pas tout le temps que positive. Ça, j'avoue. Et pour terminer, je dirais que mon intégrité, elle est plus forte que ma peur, ainsi que mon incapacité à me soumettre. Comme tu disais, Cécile, tout à l'heure, quand j'étais gamine, ma mère, elle me disait toujours, Sarah, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Bah, j'ai passé ma vie à faire le contraire, en fait. Et je détestais cette phrase, je la trouvais fausse. Ça sonnait faux dans mes oreilles, ça n'allait pas. Et donc, bah, c'est dans mon ADN, en fait. Comme je le dis sur mes pages et dans une de mes chansons, qui s'appelle Si ça me chante, j'ai dit, entre l'obligatoire et l'interdit, t'imagines bien ce que j'ai choisi. Voilà, c'est terminé pour moi. Merci beaucoup. Merci Sarah. Stéphanie, toi qui avais un petit en bas âge aussi pendant cette période, parce qu'il est tout petit encore là, je sais pas quel âge il a, 8 ans peut-être maintenant, non? Il a 9 ans. 9 ans. Ah, j'étais pas loin. 9 ans. Allez, vas-y, passe après ça, là. L'autre, elle a déballé son machin. Bah Et écoute, pardon. Il y en a d'autres qui font des concours de je sais pas quoi. On va pas être grossière ici, c'est pas notre genre. Oui. Non, moi, quand je me suis exprimée, oui, j'ai un peu pensé à ça et des moments, ça me traversait l'esprit. Je n'étais pas très bien avec ça. Quand j'ai créé Tribune Libre, c'est pareil. Je me suis dit, oula, bon, mais comme tu dis, c'est plus fort que toi et tu te dis, le pire, c'est mourir dans sa lâcheté, en fait. Il y a péché d'orgueil et péché de lâcheté et non, péché de lâcheté, c'est pas possible. Pour ce qui est de l'ego, je suis toujours dans un milieu où il y a des égos énormes.
Il y en a qui sont gonflés à l'hélium. Il y en a qui sont de taille plus acceptable. C'est un peu comme je sais pas, des fruits différents, quoi, voilà. Il y en a qui sont énormes. Tu dis qu'à un moment donné, ils vont exploser, ils vont péter en plein vol. Tu sais pas ce qui va se passer, mais écoute, tu vas vers les égos avec qui ça peut se combiner, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Mais c'est vrai que dans la dissidence, il y a des gros égos, il y a des égos sympas. Ça dépend ce que tu mets dans ton égo aussi. Voilà, c'est la petite recette que tu mets à l'intérieur. Est-ce que c'est plus ou moins sympa? Est-ce que c'est plus ou moins cupide? Est-ce que c'est plus ou moins bien intentionné? Est-ce que c'est complètement nombrilo-centré? Est-ce qu'il y a un petit peu d'altruisme? Ça dépend la petite recette que tu fais. Tu saupoudres avec ça, et puis ça donne une recette très différente. Et puis il y a des plats que tu aimes bien, et puis il y a des plats que tu n'aimes pas trop. Ça, tu peux rien faire contre ça, en fait. Et en parlant Voilà. d'ego, j'aimerais bien que Cécile nous en parle un peu de ça, parce que justement, aussi spécialiste dans ces domaines-là, de la PNL, de la, je trouve pas le mot, mais je veux dire, comme tu disais, il y a des petites recettes, et en fait, si on n'avait pas d'ego, un minimum d'ego, parce qu'il faut pas confondre les égos, en fait, les mauvais égos, le mauvais ego du bon ego. Et Cécile, peut-être que tu voudrais nous en parler aussi de ça, parce que si on n'avait pas d'ego, on serait pas là. Et c'est pas l'ego négatif, il me semble. Comme tu dis, Cécile, à chaque fois, même dans tes mails, dans tout, c'est nous sommes l'humanité. C'est jamais moi, je, et c'est toujours nous. Mais en fait, c'est ça, c'est l'ego qui nous, l'ego, on en a tous, et c'est ça qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Sans ego, personne n'aurait bougé, en fait. Tout ce qu'on a dit juste avant, tout ce qu'on a dit, donc quand on dit oui, moi j'ai besoin d'être aligné, moi ça me prend les tripes et je dois réagir, ça me contraint, comme a dit Jade Allègre, ben c'est ce qui parle là, évidemment que c'est l'ego. Et donc l'ego, nous heureusement qu'on en a, parce que sans ça on n'aurait pas réagi. C'est indispensable. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je pense de ça. Et puis en effet, moi je rejoins quand même assez bien ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Vas-y alors, vas-y. Si ce qu'on fait te dérange, si ça, voilà, fais-le. Fais. Ça me fait penser un peu à. Je vais sortir un peu du cadre de ta question, mais c'est arrivé plusieurs fois qu'on vienne nous voir quand on faisait les manifs encore. Et qu'on vienne nous voir en disant oui, vous avez fait ceci, parce qu'on avait créé un groupe de soutien près de chez nous, il y avait le Doctoton, etc. Et donc il y a des gens qui venaient nous voir en disant ah, mais vous devriez faire ceci, vous devriez faire comme ça, vous devriez faire. Et à chaque fois Thierry, donc mon mari, disait ok, bravo, vous allez le faire alors. Et là les gens ils reculent d'1 mètre, quoi. Ils reculent, mais vraiment c'est incroyable. Donc ils viennent te dire comment toi tu dois faire. Mais dès que tu dis, vas-y, mets-le en place, fais-le, tout le monde peut le faire. Si nous, on l'a fait, un truc comme le Doctoton, par exemple, et pas que, mais si on a fait ça, tout le monde peut le faire. Je veux dire, nous, on a fait notre logo sur le coin de notre table de salle à manger. L'affiche a été hyper moche, la première, enfin, etc. Et on y est allé quand même, et on l'a fait quand même. Les manifs, on les a faites. Quand on a fait les UR, malgré les menaces, on est quand même passé à travers ça. Et donc, à chaque fois, quand les gens disaient oui, vous devriez faire comme ci ou comme là, lui, Thierry, en tout cas, répondait non, mais bravo, c'est bien, allez-y, vous nous direz quand ce sera fait. Et avec son air de pas y toucher, là, c'était très drôle. J'aime beaucoup Thierry, il a toujours le mot. En plus, il prend jamais la parole. Quand il prend la parole, c'est jamais pour rien dire, mais toujours mesuré, et il te sort le bon truc au bon moment. J'aime beaucoup. Ouais, c'est son côté judoka. Hein. C'est ça, c'est son côté judoka. Il sait où placer le truc au bon moment. C'est ça. Donc voilà. Bon, mais c'est vrai que c'est facile à dire en fait. Et on n'a pas que des trucs rigolos qui nous tombent dessus. Hein. Ça, c'est clair, comme on l'a tout dit aussi. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait mis en lien, enfin, qui avait mis un responsable d'association qui était sur Avignon en lien avec moi. Il cherchait quelqu'un pour animer.
une journée de débat. Et moi, j'avais dit, moi, tout ce que je fais, c'est bénévole, donc je vous demande rien, je viens le faire. Vous faites un don à mon asso, ce sera très bien. Et donc, ok, tout ça. Puis il revient vers moi et il dit, mais on va pas travailler avec vous parce que je suis allée voir un peu qui vous êtes, quoi, hein, sur le net, et on n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, moi, je lui ai répondu, j'ai dit, dites-moi quelles valeurs vous n'avez pas dans la solidarité, l'entraide, l'empathie. Dites-moi ce que vous n'avez pas, parce qu'en effet, il est probable que moi, j'ai pas envie de travailler avec vous du coup, puisque vous n'avez pas ces valeurs-là. Et il a plus jamais répondu. J'ai même titillé vraiment pour qu'il réponde, mais il a plus jamais répondu. Et ça, c'est une réalité. Quand Sarah dit le fait qu'elle chante ce qu'elle chante, évidemment, elle était plus tranquille avec son tribute to Amy Winehouse. C'est clair. Parce que voilà, on le sait, le nombre de personnes qui parlent et qui ont perdu leur contrat. Je pense au docteur Alouest, à Stéphane Cuvelier. Enfin, ils sont nombreux, quoi, les gens qui parlent. Récemment, Blanche Gardin qui a tout perdu aussi. Je sais, il y avait cette actrice là, Annie Dupéré, qui avait parlé pendant les suspensions, là, les interdictions d'exercer. Elle a parlé, elle n'ose plus aujourd'hui, je peux vous le dire, vraiment, elle n'ose plus, tellement elle a été mais traitée comme une moins que rien du fait qu'elle a dit une phrase. Hein. Mais et Didier Van Kovlart aussi à l'époque. Hein. Oui, mais c'est d'une vie. Qui a dit Elsa, pardon, j'ai pas entendu. Didier Van Kovlart aussi, puisque son témoignage, quand on avait fait la conférence de presse, avait été repris à d'autres reprises et il avait eu quelques difficultés, quoi. Donc, ouais, mais on en pâtit tous. Moi, je sais que quand je postule à du boulot, parce que je bosse qu'à temps partiel, ça suffit pas en étant maman avec enfant. Hein. De toute façon, ça suffit pas tout court, hein, même pour une personne seule. J'ai pas de complément chômage. Alors là, c'est juste une histoire de 4 €, mais sans passer par là, c'est que en 54 offres d'emploi auxquelles j'ai répondu, et c'est la première fois de ma vie que je suis aussi longtemps au chômage sans rien toucher, courant 2024, j'ai pas eu un seul oui, même pour des postes que j'ai même pas besoin de réfléchir pour faire, enfin, si je peux le dire comme ça, c'est vraiment, j'avais vraiment tablé de partout, version crève la faim. Donc, j'avais vraiment pris même des choses qui m'intéressaient pas. Alors, j'ai fini par me dire peut-être qu'énergétiquement, c'est pas ce qu'il me fallait, parce que sinon, t'es pas rassuré, mais quelque part, tu peux être bloqué partout. Maintenant, c'est tellement facile de taper Lise Philippe sur Internet et d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit. En fait, c'est ton premier CV maintenant. Parce qu'en fait, ce que tu as fait dans la vie, vu que tu as pété ta bouche, on s'en fout de ce que tu sais faire. Tu as pété ta bouche, et voilà, t'as rien, quoi. Et des comme ça, mais on en a plein. Nico, ça lui a joué des tours aussi pendant quelques temps. Mais j'en connais plein. Et d'ailleurs, sachez que j'ai fait l'exercice là sur GPTV hier ou avant-hier sur chacune d'entre vous, et vous êtes toutes bien fichées, bien comme il faut, correctement. C'est voilà, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vos chaînes. Et après, ils sont. Par contre, j'ai découvert que sur certaines IA, par exemple, ils sont J'ai dit super GPTV, je voulais dire ChatGPT, pardon. Ouais, on avait compris. Je viens de me rendre compte, pardon. Parce que j'ai vu GPTV, pardon, passer dans les commentaires. Autant pour moi. On a les IA, il y en a des différentes, ça va, il y en a qui sont soft. Et puis, j'ai découvert qu'il y a des choses que je ne savais pas, puisqu'on sait bien qu'ils ont mis l'IA en route, mais ils ne la mettent pas à jour. Ils ne savent pas faire. On a 15 ans de retard quand même en France au niveau informatique, donc on n'est pas trop des gagnants quand même, faut pas déconner. Mais en tout cas, il y a quasiment tout, quoi. Moi, je sais que j'ai des employeurs qui sont allés regarder, mais même dans mes employeurs actuels, qui sont des communes, hein, je travaille pour des communes maintenant, je suis secrétaire de mairie, et je sais qu'il y en a qui sont allés voir, même en disant non, mais moi j'ai vu son CV, je n'ai pas besoin de la rencontrer, il n'y a aucun souci. Et c'est qui tout double. Après, ce qui est chouette, c'est que du coup, tu te dis, ouais, alors je suis au bon endroit si les gens sont allés voir, elles sont OK, parce que en fait, il y en a,
j'assume. Moi, c'est écrit sur mon CV noir sur blanc. Parole de soignant suspendu. J'ai une copine un jour qui a vu mon CV qui m'a dit pourquoi tu le mets? Je dis parce que ça fait partie de moi. Bah Donc oui. en fait, il y a quelques années, j'aurais même pas aidé. J'ai écrit noir sur blanc que j'ai été représentante syndicale. C'est écrit noir sur blanc. Enfin, voilà, je cache pas mon nom maintenant. J'ai 2 profils Facebook. Celui dont je me sers le plus, c'est mon nom, mon prénom, parce que c'est comme ça. Et qui valide et qui valide pas, que ce soit dans ma famille ou autre, j'en ai rien à secouer. Mhm. Parce que c'est qu'ils ont même pas d'utilité publique, excusez-moi du terme, à ce compte-là, parce que s'ils n'ont pas compris, s'ils réagissent de cette manière-là, eh ben, faut juste dire dommage, quoi. C'est ça. Je voyais Isa, je crois, et Stéphanie aussi qui Oui, voulait je voulais réagir. dire que bon, tout le monde sait que la vérité nous libère et qu'on a forcé le trait, il faut continuer sur cette lignée-là. Et moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, mais ils sont d'accord avec nous. Et même ceux qui font un travail étatique, ils partagent notre point de vue. Il n'y a plus que des cinglés à Paris qui sont dans l'entre-soi et qui voudraient bien nous éliminer, mais tout le reste de la France sont d'accord avec que la liberté, enfin, le fait d'assumer ce qu'on a imprimé en tant que vérité, bah, il faut aller jusqu'au bout. On va pas faire, c'est très bien, Elisa, de mettre son CV, on est dans les bonnes équipes. Moi, je travaille qu'avec des gens qui me correspondent, que ce soit des galeristes, des marchands. S'il est pas content, c'est le même prix. Moi, j'ai eu des marchands qui m'ont dit, oh, bah, il va peut-être falloir que tu te fasses piquer. Je dis, mais ton pognon, tu te le gardes et surtout, tu vas très loin, tu changes de trottoir. Parce que moi, j'ai rien à voir avec toi. Et c'est lui qui est revenu en courant. Parce que, évidemment, moi, ce que je sais faire, on ne peut pas le trouver comme ça, sous le pied d'un cheval, demain matin. Donc, il faut savoir ce qu'on vaut. Et puis, il faut vraiment aller jusqu'on on n'a pas d'autre choix. Donc, et puis après, s'entourer dans notre vie professionnelle ou vie personnelle, des gens qui partagent absolument ce que on va pas partager avec des gens qui vont nous trahir. Il faut aller avec les gens qui partagent nos valeurs. Et même si on doit être un peu seul de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça le courage aussi, de refaire complètement la programmation de sa vie. Maintenant, tout à l'heure, Stéphanie disait qu'elle était heureuse d'être dans son groupe de comédiens qui parlaient. C'est un plaisir. Moi, je suis comme ça aussi. Sarah, tu dois faire pareil. Tous les gens qui te font suer là, avec des commentaires qui n'ont pas à être faits, tu les vires de tes réseaux. Tu n'as pas à écouter ça. C'est ça aussi l'intégrité. Non, je les vire pas. Je les vire pas. Elle les affiche. Des fois, ouais, mais en fait, je veux pas les censurer parce que ces gens-là, en fait, ils servent à quelque chose quand même. Alors, moi, même si ça devait me servir, il faut que ça déménage. Ça reste pas dans la zone. Tant que c'est pas des insultes, tant que c'est pas, tu vois, vraiment virulent, je laisse. Et puis comme ça, il faut que je donne l'exemple. Je suis contre la censure. Ce serait incohérent de ma part de dégager dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Des fois, chez un artiste, est-ce qu'on demande que tu sois comme avec un joli flambeau où tu respectes tes valeurs jusqu'au bout et savoir faire le ménage. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé ce soir. Stéphanie, pardon, je t'ai coupé? Non? Je te voyais. Non, ça va? Je me suis auto-coupé la parole. Ah. J'approuve tout ce que vous venez de dire. Que dire? Moi, j'ai créé, ouais, je peux juste parler de moi, mais parler de moi, c'est aussi parler des autres. J'ai créé Tribune Libre, ça a été pour mettre les autres en avant, parce que j'étais écœurée de voir tous ces gens experts, scientifiques, juristes, médecins, des gens qui avaient d'énormes compétences et à qui on a interdit l'accès aux médias subventionnés. Donc Tribune Libre, c'était vraiment l'idée, c'est plutôt de me planquer derrière la caméra, à part quand on est en visio, c'est compliqué de ne pas apparaître en petite vignette. Et voilà, ça c'était vraiment un moteur, comme tu disais, Elsa et Elise, transformer cette colère en quelque chose de positif, en énergie positive, un vrai moteur de vie, au lieu de se laisser ronger par un ulcère ou un cancer. Il fallait faire quelque chose. Et voilà. Et par contre, pour le côté égo, je me montre. Bah oui, je suis comédienne, je me montre.
ou alors je fais que de la voix off, du doublage. Mais oui, bah, j'écris les films libres, j'écris des brèves pour des comédiens éveillés et puis voilà et c'est ma petite récréation à moi et j'aime il faut être aussi, créatif. La créativité, c'est comme les interviews quoi, c'est un moteur, c'est mettre en place quelque chose, voilà, créer quelque chose avec quelqu'un ou tout seul, même quand tu joues tout seul et il faut qu'on crée ensemble aussi effectivement, si on peut et bah, Tribune Libre, ça a été l'occasion de rencontrer plein de gens que j'aurais jamais rencontrés, sans ça. C'était vraiment, le lien vers, le plus fort vers l'extérieur et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur que le fait d'être comédienne, en fait. Voilà et on a tous un ego, ouais, voilà, ça dépend quelle forme il a, comment il se présente, voilà et quelle saveur il a. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense qu'on en a un, oui, bien sûr et Moi, ce que je différent. trouve formidable quand même dans cette période, c'est qu'on a pu Mmh. tous, et là toutes en l'occurrence, se rencontrer et partager, Mmh. échanger, et se rencontrer en connaissais vrai aussi. connaissais Stéphanie avant, moi, avant la bataille. On se Ouais, connaissait via Saison de Culture, dans un tout autre contexte et Ouais. un contexte qu'on n'a pas trop revu, Non, on a s'exprimer pendant la «pandémie» entre guillemets. Mmh. Voilà, tout est dit. Je vais pas en dire plus. On se D'accord. comprend. Voilà. Là, il y On a arrive un ange qui en, passe, l'ange passe. Attention. on arrive en fin de. On a dépassé l'heure, mais Eric m'a pas dit Wow. d'arrêter, donc c'est cool. Ça veut dire que voilà, on est bien. Je vous remercie en tout cas toutes. J'aimerais que bah, si vous avez quelque chose à ajouter chacune pour finir cette belle émission et aussi partager vos actualités et vos chaînes, vos comptes, voilà, qu'on se fasse un petit peu la promo aussi chacune des actualités et de vos actus et de vos chaînes, ce serait bien. Cécile, peut-être? D'ailleurs, Cécile, Oui, on se voit bientôt en vrai, nous. Hein, parce que on je se vois voit pas bientôt en vrai, ouais. Il n'y en a plus pour longtemps, là, dans il une y en a plus semaine. pour Hein. longtemps. Je me suis rendu compte de ça hier. Oui, pardon. Oui, alors c'est mon créneau là. Pour l'instant, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais ils font tout pour mettre à mal l'humanité, donc le caractère de ce qui est humain. Bon, vous savez que c'est mon gros dada, ça, hein, la question de l'humanité, le caractère de ce qui est humain. Et donc, on a tous une place à prendre là. Tous, absolument tous, une place à prendre. Tout ce qui a été dit ici, ça exprime l'humanité en fait, hein, le caractère de ce qui est humain. Je sais qu'il y a même des gens qui râlent sur ma signature, nous sommes l'humanité. Et quoi, et nous on n'est pas l'humanité alors? Bah si, aussi, tout le monde en fait, nous sommes l'humanité. Mais c'est au-delà d'être né dans l'espèce être humain. Il y a aussi le caractère de ce qui est humain, et ça c'est vraiment mis à mal aujourd'hui. Et donc on a tous un rôle à jouer là-dessus. Tu parlais de l'actualité. Précisément, j'ai une émission dans une semaine, donc mercredi prochain, avec Marion Saint-Michel, et on va parler de ça. On va assez bien rentrer là-dedans. Voilà, on est en train de la préparer et ça va être, je pense que ça va être riche. Et on va comparer les perceptions. Ouais, ça va être, elle est sympa, hein, elle est bien. Hein. On va comparer les perceptions. Super. Oui, en fonction de nos, de qui on est nous aussi, parce que nous sommes deux femmes vraiment différentes sur un point, et on le verra la semaine prochaine de quoi je parle, et on va voir que malgré cette énorme différence sur un point, il y a des choses qu'on voit exactement de la même manière, et puis c'est de ça dont on va parler. Donc ça va être, je pense, assez intéressant. Voilà, ça c'est pour ce qui est de mon actualité là tout de suite. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Oui, mercredi prochain. Mercredi prochain, 18h30. Et Stéphanie, tu as fait une sur belle Dose interview Humani. aussi. Dose Humani, ouais. J'ai vu Stéphanie aussi avec Marion Saint-Michel. Là, je l'ai vue il y a un ou deux jours aussi. Bah, je l'ai reçue aussi. Elle est géniale, oui. Donc, Dose Humani, la chaîne YouTube Dose Humani, mais aussi sur Facebook. Mercredi prochain. Oui, Stéphanie, j'ai vu ton message. Mercredi prochain avec Marion Saint-Michel. Oui, j'ai compris ce dont Cécile parlait, mais je ne le dirai pas, on va laisser le suspense. Je regarde partout là. Mais oui, non, mais moi aussi, je sais, bien sûr, mais parce qu'on se connaît en off. Oui, pardon. Donc, on reprend. Dose Humani, mercredi prochain à 18h30 avec Marion Saint-Michel, Cécile qui reçoit, et voilà, on suivra ça. C'est en direct. Oui. Ouais, c'est en direct.
Qui veut prendre la suite des actualités et partager ses chaînes aussi? Sarah qui se cache. Allez, c'est toi. Non, j'étais en train d'éructer. Tu vois, j'ai voulu faire soft. Mais... Ça va, faut rigoler un petit peu. Bon. Non, moi, je voulais juste dire que, bon, par rapport à ma promo, moi, je n'aime pas trop dire mes concerts comme ça, là, comme ça, tout de suite. On trouve tous sur ma page Facebook perso, puisque ma page artiste a été gentiment strikée au mois de juin de l'année dernière. Donc, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle maintenant Chanteuse d'alerte, pour des raisons purement commerciales, parce que justement, j'ai du mal à trouver du taf. Donc, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Sarah Jane Chanteuse, où là, il y a que de la soul, du blues, enfin voilà, des reprises. Je mettrai peut-être des compos, mais enfin pas des trucs engagés. Pareil pour Instagram, Sarah Jane Chanteuse. Donc, ma chaîne principale de chansons, on va dire qui pique, s'appelle plus Sarah Jane Ifra. Elle s'appelle donc Chanteuse d'alerte. Ça, c'est une première chose. Donc là, dans les descriptions, on peut trouver tous mes liens pour être au courant de mes concerts publics, que ce soit des concerts de musique illicite, comme je l'appelle, ou de musique, voilà, on va dire plus banale. Quoique la musique, c'est pas banal, mais bon. Et je voulais juste dire, déjà, merci pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et je voulais dire que mon engagement, je regrette pas. Si c'était à refaire, je referais pareil. Quand j'ai commencé, j'ai pas réfléchi. J'ai été poussée un peu, tu vois, dans le dos, comme ça. Et ça m'a permis surtout de rencontrer des gens formidables avec qui je suis sur la même longueur d'onde. Bon, peut-être pas tous les jours, mais je connais personne avec qui on sera toujours d'accord sur tout. Ça n'existe pas. Mais en attendant, on se rejoint sur les grandes lignes et on a les mêmes objectifs. Et je trouve ça formidable parce que ça n'existait pas avant cette fameuse période, ou du moins c'était beaucoup plus discret. Donc, je trouve que c'est vraiment un cadeau, en fait, finalement. Voilà. Et donc, merci à toutes. Merci, Sarah. Qui veut prendre la suite? Allez, go. Go. Qui a dit go? Je ne sais pas. Elsa, tu as dit go? Ouais, mais... Moi, je peux prendre la parole si vraiment vous le sentez pas. Super mal, j'ai le réseau qui lag. Ah, si le réseau lâche, vous voulez que je prenne la parole? Je vais meubler. Écoutez, déjà, merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir, un plateau féminin. J'en profite pour lancer une perche et suggérer aux médias indépendants de faire des plateaux un petit peu mixtes, quoi, d'éviter les plateaux exclusivement masculins, qu'on voit beaucoup ces derniers temps, et je le dis avec beaucoup de gentillesse et d'amitié. Ne reproduisons pas ce qui existe dans les médias subventionnés, que ce soit en matière de cupidité absolue, de course au buzz, de course au fric, de course à je sais pas quoi, la notoriété, de fous furieux. Et je comprends qu'il y ait des plateaux majoritairement masculins parce que les politiques, les géopolitologues sont masculins, sont des hommes en plus grand nombre, j'ai bien compris. Mais je pense qu'on peut faire des plateaux plutôt mixtes plus souvent que ça. Ne reproduisons pas un monde rance. On a déjà assez de l'autre monde, donc c'est pas la peine de reproduire les mêmes travers. Et je dis ça avec beaucoup d'amour. Et voilà. Et écoutez, venez aussi vous abonner à Tribune Libre et les films libres auxquels je tiens, puisque je travaille aussi avec mes nouveaux amis depuis cette fameuse pandémie d'amour. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Pandémie d'amour, je n'avais jamais entendu ça. Tu vois, c'est comme ça vient de sortir, c'est un néologisme, une nouvelle expression. Lançons la mode. Pandémie d'amour, ça va les embêter, je pense. Ils n'aiment pas l'amour. Non, ils n'aiment pas l'amour et qu'on soit en lien et qu'on se voit en vrai. Non, ça, ils détestent. Lisa ou Elsa? Oui.
Oui, eh bien, moi, je suis aussi très heureuse d'avoir été invitée, d'être parmi vous. Je pense à vous de temps en temps, même si on n'est pas réunis souvent. C'est vrai que les plateaux, je les trouve aussi très masculins, où ils se disputent beaucoup, ils se coupent la parole. Ce soir, personne s'est coupé la parole, sauf moi. Peut-être j'ai coupé la parole à une personne, mais voilà, c'est pas belliqueux comme certains plateaux masculins. Donc merci beaucoup. Je suis un peu moi comme une veilleuse aussi. Moi, je cherche pas forcément à me mettre en avant. Je veux juste montrer que d'être courageux, c'est une valeur qu'il faut vraiment promouvoir. Il faut, si on a des choses à dire, si on a une expérience, il faut pas hésiter à entraîner les autres aussi, parce que nous allons faire un groupe finalement, ça va s'inverser. Je le sens au fond de moi que les choses vont basculer, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que c'est important de nous voir, de voir comment on s'exprime, de voir nos têtes, de voir nos visages. On ne peut pas rester comme ça avec des interventions anonymes sans arrêt. J'apprécie de voir Stéphanie parce que je la connais aussi dans la vie, je la connais à l'écran, je connais Cécile, je connais un petit peu Sarah, je connais Lise que j'ai vue plusieurs fois. Donc il faut pas avoir peur de ça. Vous vous rendez compte, on est en train de se poser la question de savoir si on peut montrer nos bouilles à l'écran. Non mais ça va pas, non? On est libre, on peut quand même aussi inciter les autres à montrer que ce n'est pas. Alors Elisa tout à l'heure expliquait que c'était compliqué pour elle dans ses débuts de s'exprimer publiquement, mais si on ressent des choses, on peut pas les ressasser, il faut les exprimer, il faut les partager, et c'est ce que nous faisons ce soir, et je sais que ça va dans le bon sens. Moi, je vais ouvrir un nouvel atelier à Paris, mais je veux que ça soit vraiment réservé aux gens qui partagent mon esprit, et vous êtes les bienvenus. Je vous donnerai l'adresse, parce que je vais ouvrir ça pour le mois de mai, et j'aimerais accueillir dans mon atelier cette famille d'esprit où on peut, alors avec les peintres, c'est toujours facile d'accueillir les artistes, les musiciens, mais toutes sortes de gens qui ont l'esprit ouvert. Et moi, je ne veux être entourée que de personnes comme ça, parce que je trouve les artistes très intéressants, mais les gens qui, par-delà d'être artistes, avoir un esprit d'ouverture. Et ils sont les bienvenus. Merci Lisa, merci beaucoup. Elsa? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? D'abord, que la peur n'évite pas le danger et que il faut pas avoir peur de dire ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et qu'effectivement, comme dit Isa, même si c'est difficile au début de prendre la parole, en fait, faut pas hésiter parce que c'est la meilleure arme, surtout que la parole de vive voix ne reflète beaucoup de choses invisibles. Le regard, l'expression, on reflète tous quelque chose automatiquement, et que toutes ces personnes qui hésiteraient encore et encore, en fait, ne doivent pas hésiter. On n'est pas tout seul, et tant qu'on parle du vécu, on ne craint rien. Il faut arrêter d'avoir peur des menaces et de pseudo-menaces propagandesques. Et tant qu'on est raccord avec soi-même, normalement, ça se passe bien. Après, plus on va avoir du vécu, d'affirmer des choses dites, des vérités sorties, plus la lumière va prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ça, c'est de mettre de la lumière de plus en plus forte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils perdent pied, qu'ils savent plus où ils habitent pour la plupart. Et quand on met la lumière et quand on affirme des choses exactes que personne ne peut contredire, comme le vécu d'ailleurs, principalement, et en fait, on a déjà gagné beaucoup de terrain sur l'ombre. Et ça, c'est indispensable. Et c'est une très, très belle arme, et c'est beaucoup plus joli. Et en plus, ça peut se faire avec le sourire, même quand ça va pas ou quand ça va. Et ça peut se faire avec l'humour, et ça peut se faire, voilà, on le fait toutes de manière différente. Et je trouve ce mélange magnifiquement, un beau panel, vraiment un mélange de personnalités complètement différentes et complètement rassemblantes et rassemblables.
Et ça c'est vrai, c'est les vraies valeurs de l'humanité. Et pour la petite nouvelle, en parlant de vécu, je vais vous donner une petite info sympa. Une de nos victimes est allée chez le médecin il n'y a pas longtemps. Vous savez, pour certains d'entre vous, que je lutte non, je lutte pas. Je Non. fais valoir Tu les œuvres droits pour. à la maladie professionnelle. J'œuvre pour. Je ne lutte pas contre, j'œuvre pour. Et donc, j'œuvre pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. Et pour l'instant, j'ai 12 dossiers. Vous me direz, c'est peu, mais c'est une belle victoire, qui prennent le bon chemin. Et il y a un 13e dossier qui aurait dû être fait il y a bien longtemps, qui est en train de prendre un chemin un peu étrange. Et j'avais envie de vous donner un peu la phrase qui lui a été dite par son médecin quand elle lui a demandé de rectifier la déclaration. Et donc, juste pour vous dire, on est sur 12 dossiers dans différentes sécurités sociales. Elsa, excuse-moi, en juste France. pour Donc, remettre en contexte, différents. excuse-moi de te couper, pardon. C'est des Ouais. personnes victimes de l'injection, enfin, qui ont fait l'injection Covid. Pardon. Pour les Victimes personnes de qui n'auraient pas. l'injection sur la maladie professionnelle, puisque obligées de se faire vacciner soit à la demande de l'employeur par mail, soit par la loi du 5 août. Ça va pas plus loin. Et donc, ces personnes-là sont en arrêt maladie depuis plus de 3 ans pour la plupart. Donc, en fait, la loi prévoit que ce soit des maladies professionnelles. Donc, il suffit d'aller chez le médecin et de dire au médecin qu'il faut faire une déclaration de maladie professionnelle à partir de la date du premier jour des symptômes, des premiers jours des symptômes après injection. C'est ce qu'ont fait les 12 dossiers que j'ai suivis jusqu'à maintenant. J'en ai un qui est au tribunal pour un SDIS, j'en ai d'autres qui se passent bien, les autres sont en expertise, puisque quand on déclare une maladie pro, on va en expertise. Et la dernière, son médecin lui a dit « Je vous la fais, la déclaration. Elle a tout ce qu'il faut pour que ce soit une déclaration de maladie professionnelle, c'est sûr, c'est une certitude. Je vous la fais. Par contre, ça marche plus. » Donc, j'ai hâte, mais j'ai grande hâte. On connaît tous cette personne, mais je ne peux pas la nommer. J'ai grande hâte qu'on ait le résultat de la sécurité sociale pour cette personne-là, parce que là, il y a un très, très, très beau scandale à faire sortir et je pense que je vais utiliser un service gratuit qui est très bien et à la portée de tout le monde, qui s'appelle Défenseur des droits, qui est tout à fait neutre et subventionné par l'État, parce que n'oubliez pas d'utiliser les outils mis à notre disposition et financés avec vos impôts, parce que moi, j'en paye pas. Enfin, je paye des taxes, mais je ne paye pas des impôts sur le revenu. Et donc, n'oubliez pas d'utiliser les outils mis à disposition et financés par l'État pour vous rendre service quand vous avez un problème avec l'administration, et je pense qu'on passera par là, parce qu'ils essayent d'aller nous faire aller tous au tribunal, alors que la maladie professionnelle est un droit de premier ordre, surtout du fait de la loi du 5 août. Donc, je sens, et je suis très, très fière, malheureusement très fière, mais c'est aussi lumineux pour mettre un scandale encore dehors, c'est d'avoir appuyé sur le bouton « la maladie professionnelle », chose que j'avais hâte de faire depuis 2 ans et demi, mais personne n'était prêt. Et donc, vraiment, je fais un appel à tous. Pour ceux qui voient mon nom, mon prénom, ils peuvent aller chercher sur Facebook et demander les renseignements. Plus on sera nombreux à faire les demandes de maladies professionnelles, y compris pour les Covid qui ne sont pas injectés, puisque selon tous les métiers, comme on a subi une crise sanitaire et qu'on a été confiné, le Covid est dans le document unique des entreprises et donc passe en maladie professionnelle. Donc, même les Covid longs qui ne sont pas injectés. Donc, voilà où on en est. Et puis, je pense que dans pas longtemps, je vais vous sortir un papier qui m'est personnel, mais qui peut être utilisé à tous. J'ai l'autorisation de le sortir. C'est un petit courrier du ministère de la Santé qui nous dit bien qu'en aucun cas, la vaccination devait être obligatoire après le 30 juillet 2022. Donc, je vais l'offrir sur la toile à qui veut bien s'en servir. L'occasion de te réinviter, Elsa, pour d'autres choses. Vous avez vu notamment, enfin, je ne sais pas, là, c'est une petite digression, mais Moderna a sorti
un nouveau. Alors en plus, ça fait penser à enfin, le nom, et je me rappelle plus, mais un truc qui combinera Covid et grippe, là, mais qui est sûr et efficace pour bientôt. Donc voilà, ne vous faites aucun souci et surtout ayez confiance. Sachant qu'il avait déjà sorti avant de l'annoncer, comme d'habitude, il est déjà dans les pharmacies depuis 1 an et demi. Mais, Un an et demi. Alors là, tu vois. Mais ils font toujours ça, c'est comme les décrets. Les décrets passent après avoir été appliqués, en fait, en loose day. Mais quand ils sentent que ça a mordu et que ça commence à poser problème, ils sortent un décret. Le monde tourne à l'envers. Alors sinon, on pouvait tourner dans le bon sens de la lumière, ça pourrait nous aider. En tout cas, merci Lise et bravo et merci à toutes. Et j'étais très contente d'être là avec vous ce soir. Merci. Massé, je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression que tu avais envie d'ajouter quelque chose depuis un moment. Ou pas. Ah bon, tu l'as vu. Tu me connais bien, hein, tu me connais bien, toi. Ouais, si. Si, j'ai envie de réagir, vraiment pas longtemps, mais parce que je sais bien qu'on a débordé, mais largement. Mais réagir à ce qu'a dit Stéphanie. D'ailleurs, j'avais écrit à la place de mon nom, bravo Stéphanie, pour lui faire savoir. Mais ça a été la conclusion de l'UER 2025. Si on veut créer un nouveau monde, on ne doit pas reproduire exactement ce qui se passe dans l'autre monde et qu'on dénonce. Donc, effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles je pense vraiment qu'il est important qu'on travaille, qu'on soit conscient de ce qu'on fait, conscienteux et conscient de ce qu'on fait, et de certainement pas reproduire ça. Et c'est vrai que les plateaux entiers d'experts au masculin sans présence de femmes. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a des gens qui râlaient parce il faut pas créer de division homme-femme, tout ça. Non, d'accord. Enfin, il y a quand même des choses qu'on peut dire, je pense. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, il y a de très très belles expertes, qui ont des tas de choses à dire. Donc, il faut pas qu'on reproduise ça. Et alors, juste encore, si je peux, il y a quelqu'un dans les commentaires aussi, j'ai vu qui a dit une manière aussi de pas reproduire ce qu'on faisait avant, donc par exemple avec la starification, enfin ça j'en ai parlé moi à l'UER, et il y a quelqu'un qui disait, c'était Parents en colère là, aussi inviter dans des émissions des gens qui sont pas nécessairement connus. Alors personnellement c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours fait ça. Ouais. Et j'y tiens absolument. Et je sais que toi tu le fais aussi. Je sais que comment Stéphanie le fait aussi. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des gens qui mènent des combats, qui les mènent très très bien. Il y a pas très longtemps, Elsa, on a fait une émission justement sur ce dont tu viens de parler là. Vraiment des beaux, des belles œuvres, quoi, parce que tu dis tu œuvres pour, donc, et c'est vrai que on n'est pas obligé d'être une superstar pour passer dans une émission, dans un de nos médias, quoi, ça c'est clair, bien sûr, au contraire. Et je rebondis là-dessus vite fait parce que je pense à un truc, vraiment, quand les gens ont envie d'aider, d'accompagner, faut pas hésiter à prendre contact avec les associations, avec les collectifs, avec des gens, n'importe lesquels, avec que ce soit vous, nous, d'autres, tout le monde en fait. Chacun a sa petite part à jouer et si ne serait-ce que l'idée vous vient d'avoir envie d'aider ou de faire quelque chose quelque part, il faut oser. Cécile a une formule très bien à propos à ce niveau-là. Le nom, tu l'as déjà. Ah donc, oui. Le nom, vous l'avez déjà. Si vous ne faites rien, le nom, vous l'avez déjà. Donc, autant essayer. Tant qu'à faire. Exactement. Merci infiniment. Je suis vraiment pleine de gratitude de vous avoir eu toutes ce soir. Merci à toi. Merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation de manière positive. Cécile, c'était bien et grâce à toi, encore une fois, on en a discuté ensemble de faire un plateau féminin comme ça il y a quelques temps déjà. Je suis vraiment ravie de vous avoir eu ce soir et merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Salut les copines. Merci beaucoup. Salut. Bonne fin de soirée. Prenez soin de vous. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vos proches et on se retrouve mercredi prochain. Ciao, ciao. Ciao. Salut.